tu peux bien gagner ta vie là-dedans. Bah, franchement, vraiment, quand je suis rentrée à l'époque, ouais. C'est quoi C'est-à-dire le que plus gros? j'ai eu l'impression, vraiment, pour le coup, que Ouais. là, j'avais pas besoin d'aller vendre mon âme et de vendre n'importe comment, entre guillemets, pour bien gagner ma vie. Mais Donc, il t'a convaincu de fou. assez vite. Ton frère, lui, il venait de rejoindre Optimi à ce moment. Oui, c'est Ok. ça. Il venait de rejoindre Optimi, moi, j'en avais jamais entendu parler. Voilà. Et quand il m'a expliqué le projet, alors qui plus est de travailler avec mon frère, voilà, le projet familial est génial, le projet professionnel était incroyable, et je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. Bah, déjà, bienvenue. Merci. Bienvenue dans ce beau studio on en a un peu parlé tout à l'heure. Ouais, Mais tout premier épisode podcast, c'est ça. t'es notre test, t'es C'est notre ça, pilote. le crash pilote. test. Non, pas crash test quand même, parce qu'on a quand même fait nos tests avant, ça marche plutôt bien. Mais voilà, on a plein de sujets à voir. Donc Ouais. on va les lister. L'important, c'est que les gens comprennent comment une institutrice s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et pour ceux qui nous écoutent, ce qui va être intéressant dans l'échange qu'on va avoir, c'est déjà, t'es une femme. Oui. Et moi qui fais de l'entrepreneuriat depuis 7 ans, c'est quand même rare. Enfin, je veux dire, j'ai fait beaucoup de réunions réseau. Il y en avait une où on était 20-25 tous les matins, enfin une fois par semaine, c'est le type BNI, des trucs comme ça. Okay. Franchement, sur 20-25, t'as 3 femmes. C'est ça, il y en a peu qui se lancent, mais je suis pas. Et sur des métiers où c'est de l'indépendant métier classique, hein, ça va pas être chef d'entreprise sur de l'innovation, sur des trucs où il y a un max de risques, ça va être des avocates, des comptables. Donc là, c'est assez rigolo parce que toi, t'es pas dans la comptabilité. Non. T'es pas dans le droit. Non plus. Tu vas nous dire dans quoi t'es, mais on va regarder le suspense quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Mais avant, on va parler un peu de toi. Ouais. Tu vas te présenter un peu ton parcours. Oui. J'en connais 2-3, mais je vais forcément te poser des questions parce que je veux les petits détails. Donc, qui es-tu ? Alors, on va commencer par le début. Moi, je m'appelle Sabrina, j'allais dire 35 ans, non, j'ai 36 ans. Bah, ça va, c'est pareil. Ouais, mais tu sais, au bout d'un moment, tu comptes plus. Donc, tu les as eu je suis restée. Toi, tu comptes par dizaines maintenant, tu dis je suis dans mes 30, c'est bon. Ouais, c'est Même ça. à 39, non, c'est mais tu sais que dans ma tête, je suis restée bloquée à 30-31, quoi. Mais non, j'ai eu 36 ans en décembre, donc j'alisais. Tu le vis bien ? Non, ça va. Franchement. Non, t'as commencé par non. Ouais, non, alors je le vis très mal, mais non, je vais quand même dire je vis ça bien va. le fait de vieillir parce que je trouve que je me sens beaucoup plus épanouie dans ma trentaine que dans ma vingtaine. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Donc je me dis, j'ai hâte de voir la suite. Et sur quel aspect ? Perso, pro Ouais, mais tout, ma vie en général aussi. Et puis aussi le fait d'avoir un peu libéré des injonctions. En tout cas, j'essaye. Tu vois, je me sens plus libre de faire ce que je veux, de mener ma vie comme je l'entends, même si ça correspond pas aux standards. Tu vois, donc ça, c'est libérateur. Voilà. Donc tu t'en fous tu t'en fous plus aujourd'hui du regard des autres ou même du regard de la société par rapport à ce que tu veux faire et entreprendre. Ouais. Complètement. Parce qu'il y a toujours 4 dimensions dans une vie. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai pris même dans ce que j'explique dans Timekeeper. Tu as la dimension physique, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Ouais. Et sur les 4, tu te sens mieux aujourd'hui que dans ta vingtaine. Même physiquement, je veux dire. C'est-à-dire que tu te sens en meilleure forme aujourd'hui que... oui, malgré que j'ai eu 3 enfants en 5 ans. Mais non, physiquement... parce que je fais aussi beaucoup plus de sport, je prends le temps de le faire, je découvre que j'adore ça. Donc, tu prenais pas le temps avant ? Ou c'est parce que c'était le rythme de la vie, ou t'avais pas l'occasion Ouais, je pense que c'était pas intégré en fait dans mon quotidien, tu vois. Comme ça allait plus, je trouve, chez les hommes qui vont plus faire de sport d'équipe ou de choses comme ça, jeunes, tu vois, que chez une jeune fille ou une jeune femme. Ça change un peu, je trouve, mais on est quand même moins poussé. Donc ça, c'est sur le physique. Ouais. Ensuite, j'avais dit quoi ? Intellectuel. Donc intellectuel, tout ce qui est business, professionnel. Ah oui. T'es plus épanoui dans ta clairement. trentaine que ta vingtaine. Clairement, mais parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. En fait, moi, j'ai vraiment suivi le parcours classique sans vraiment poser de questions. C'est quoi ton parcours ? T'as fait quoi ? C'est-à-dire que t'as fait le lycée comme tout le monde, j'imagine ? Ouais, j'ai fait un bac ES, économique et social. Ça s'appelait déjà ES Attends, tu l'as passé quand ? J'ai eu le bac en 2005. Et c'était déjà ES ? C'était ES. Bah oui, c'était ES. Ouais, c'était ES. Et en fait, j'adorais, j'ai toujours eu ces 2 trucs-là, d'adorer l'économie, la finance, ce monde-là, et d'adorer les sociales, parce que ça correspond à mes valeurs, donc l'éducation, la psycho, la socio. Donc quand il a fallu choisir, franchement, j'arrivais pas à me décider, et très honnêtement, c'est la conseillère d'orientation qui m'a dit plus de débouchés en éco, meilleur salaire, CDI, allez bim. Donc, je suis partie en fac d'éco-gestion, j'ai adoré pour le coup, et après j'ai fait une licence pro banque assurance.
Voilà, alors parce que pareil, c'est Par hasard ou ça a été recommandé? Pas par hasard, non, parce que c'est un domaine qui me plaisait. Ouais. Et que moi, je voyais vraiment ce monde-là comme le conseil, la gestion, et ça me plaisait bien. Ok. Donc, je suis partie dans cette voie-là. J'ai bossé 2 ans dans une grande banque. Donc, j'ai fait mon alternance T'étais là-bas. en bac plus 3? Ouais. Ah, et t'as fait ton bac plus alternance. en alternance? Oui, j'ai fait une licence Et il y a pro. eu sur les 3 ans, il y a eu 2 J'ai ans fait en 2 ans, alternance. dont 1 an en alternance. D'accord, ok. Voilà. Et j'ai démissionné au bout de 2 ans. C'était une boîte de quoi, sans les citer? C'était banque, grande banque française. Ok. Voilà, donc grand Connu. groupe, très Ok, connu. d'accord. Très connu, voilà, mais Tu faisais quoi du coup chez eux? j'étais conseillère sur le papier, j'étais conseillère sur le marché des particuliers. Ouais. Voilà, donc la formation archi intéressante et plutôt poussée en plus. Ok. Tu vois, en termes de connaissances des marchés financiers. Donc ça m'allait bien quand j'étais à l'école. C'est Vraiment. quoi que t'apprends sur les marchés financiers? Bah, sur tout ce qui est c'est quoi un actif, comment est-ce D'accord. que tu investis, c'est quoi les risques, déterminer les profils d'investisseurs, enfin plutôt franchement intéressant. Donc ouais, ça veut dire que t'as une vision quand même sur la finance, l'économie mondiale de base. Ouais. Comprendre comment fonctionnent les taux d'intérêt. C'est ça. Ouais, la relation entre taux d'intérêt, inflation. Ouais. Donc, des mécanismes de marché qui sont poussés, qui sont intéressants, en plus à comprendre, mais complètement décorrélés du quotidien une fois que j'étais en agence, quoi. Voilà, pour le coup, j'avais plus besoin. Je mettais pas du tout en application ces connaissances. Ah bah non. Parce qu'en agence, quand tu conseilles le particulier, c'est quoi l'échange que tu as le plus, enfin le type d'échange que tu vas avoir avec eux en fait? Bah alors déjà, tout ce qui est gestion de compte. Donc là, c'est du classique. En fait. Mais oui, c'est du classique, très terre à terre, dépenses, revenus. Tu appelles les gens quand ils sont à découvert. Voilà, il y avait déjà toute cette partie-là. Pas le plus fun, j'imagine. Pas le plus fun et pas le plus valorisant non plus, ni pour mon client, ni pour moi. Donc voilà. Et la façon de vendre, pour le coup. Okay. Où là, en fait, j'ai découvert. On te pousse à leur vendre des produits, du coup? Ah ouais. Et c'était des bons produits? C'est pour ça que j'ai pas voulu citer la banque. Je me suis dit, est-ce qu'avec le recul, tu vas dire que les produits, c'était pas ouf? Alors, je vais pas dire que les produits étaient pas ouf, mais je vais dire que déjà la façon de les commercialiser, de les vendre, était pas éthique du tout, clairement. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y avait... je me sentais pas du tout conseillère. Voilà, je me sentais vendeuse, quoi. Voilà, voire marchande de tapis, tu vois, c'est vraiment... Et bizarre, quand tu as commencé à les vendre, tu savais pas que c'était... Je veux dire tel que je le pense, hein. Tu savais pas que c'était de la merde. Tu l'as su qu'après, que ça soit le produit ou la méthode, oui. Ou ce que tu veux. Ouais. Oui, surtout qu'en plus, dans mon année de licence, en alternance, je savais pas trop ce côté-là. On m'a vraiment en agence dit oui, mais tu vas vraiment conseiller les gens, tu vas faire... c'est comme ça qu'on te l'emballe. Ouais. C'est comme ça qu'on me l'emballe. Et moi, ça m'allait très bien. Parce que moi, ça me dérange pas du tout de négocier, de proposer, de convaincre. Quand derrière, on est sur un vrai échange gagnant-gagnant. Et là, franchement, c'était pas le cas. J'ai vu des choses, voilà, pas rigolo du tout, quoi. Pas rigolo du tout, pas éthique. On m'a poussé à faire des choses non plus pas éthiques. Et pour la petite histoire, et ça a été vraiment ce jour-là, c'était le révélateur. Je suis rentrée le soir et je dis ok, j'ai missionné. Donc là, c'était mais instantanément. Instantanément. Bah, ça me commençait de me travailler, mais ce moment-là, ce jour-là, en fait, c'était au guichet pour remplacer une de mes collègues absentes. Ouais. Et j'ai un client à moi qui vient, on était le 28 ou 29 du mois, quelque chose comme ça. Et bon client sympa, bonne relation, des comptes qui gèrent bien, enfin voilà, rien de particulier. Et mon client était fumeur. Voilà, et il vient, il me dit est-ce que je peux avoir une avance sur mon salaire? Ouais. Parce que j'ai le salaire qui tombe dans 2 jours, j'ai plus de clopes et je vais aller m'acheter un paquet de clopes. Voilà. Sauf que moi, j'avais pas l'autorisation d'accorder des découverts comme ça, donc j'ai dû aller demander l'autorisation à mon directeur, qui était dans le bureau juste derrière. Donc j'y vais, je lui explique, en lui disant c'est un bon client, il n'y a pas de souci, il va t'as découvert de 20 balles 2 jours et après... Tranquille. Voilà. Et là, mon directeur me regarde et me dit ok, pas de souci, tu lui donnes. Il me dit par contre, tu lui fais une préve. Tu lui fais une prévoyance. Donc là, Attends, je crois pas. Tu sais, les petites prévoyances, laisser des capitaux d'essai que tu assures, ça coûte 5 ou 6 balles par mois. Mais pourquoi il voulait que tu souscrives une prévoyance? C'est un peu la question que je lui ai posée. Il m'a dit mais parce qu'il est fumeur, il est dépendant, il veut ses sous, il va te la faire ta préve. Voilà, et c'est véridique, hein. Enfin vraiment. Non, ça n'avait même pas d'intérêt de lui vendre une prévoyance. Mais là, absolument ok, il n'y avait aucun conseil. Là, c'était vraiment. De lui vendre parce qu'il a besoin d'un truc. Parce qu'il n'a pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi qui connais un peu maintenant le domaine de l'assurance, c'est illégal.
par rapport à la conformité qui est mise en place. Ah bah, ou devoir de conseil. Parce que là, tu es censé justifier pourquoi tu lui vends une prévoyance et pourquoi il en a besoin. Et qu'en même temps, le prélèvement, parce que là, j'ai bossé récemment sur tout ce qui est lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, tu dois même prouver et justifier si le versement qui va être fait est cohérent par rapport au patrimoine de la personne. Et que si le mec, il a découvert et que même pour un paquet de clopes, il est ric-rac, vendre une preuve, alors même à 10 balles par mois... Ah bah, non, il n'y avait rien de... Il n'y avait rien d'éthique là-dedans, quoi. C'était en quelle année, ça? Après, c'est peut-être pas la même conformité. Ouais, mais même sur même si la conformité était moins poussée, il y avait quand même de toute façon le devoir de conseil déjà de base. Puis même quand bien même il n'y aurait pas eu le devoir de conseil légal, tu vois, dans la relation client, dans ce que tu lui proposes. Donc voilà, donc je suis rentrée le soir et... Tu te sentis mal? Ouais, très mal. Je me suis dit, je veux pas... c'est pas l'image que je veux avoir, c'est pas comme ça que je veux travailler, Et donc là, je me suis dit, je ne veux plus entendre parler, mais vraiment, ça m'a dégoûtée de ce métier-là. Je dis, vous venez plus me parler de banque, d'assurance, de c'est même un dégoût du secteur. Ah ouais, complètement. Okay. J'ai plus. Je me suis même pas dit, je vais changer de banque, je vais aller voir ailleurs. Vraiment, je me suis dit, tout le monde dans le même panier, c'est fini. Donc là, tu n'avais pas encore d'enfant? Non. Donc c'est quoi, t'as pris une année sabbatique, Alors, j'ai pas pris d'un coup Non, j'ai pas pris d'année sabbatique. Je me suis posée quand même quelques jours pour réfléchir. Et puis je me suis dit, bah, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, économique, social. L'économique, c'est pas pour moi. Je vais aller voir du côté du social. Okay. Et à l'époque, j'avais déjà ma grande sœur qui était instite. Donc je la voyais, elle était dans ses premières années, donc je la voyais faire me raconter un peu comment ça se passait en classe, etc. Et je me suis dit, bah, j'ai toujours aimé transmettre, j'adore les enfants, donc allez, je me lance. Je lance dans l'éducation nationale. Je me lance dans l'éducation nationale, sauf qu'à l'époque, pour passer le concours, il fallait avoir un bac plus 5. Et t'avais que bac plus 3. J'avais que bac plus 3, donc j'ai repris mes études, j'ai fait un master. Master 2 que j'ai fait en économie quand même. Tu vois, l'économie est revenue. Eh oui, parce que je me suis dit, je voulais pas faire un master complètement éducation, qui est vraiment très très fermé. Là, pour le coup, master éducation, à l'époque, ça emmenait que vers le concours d'instit. Attends, pour être instit, il faut avoir un bac plus 5, mais ils s'en foutent de la nature pour bac plus 5. Oui. Et moi, j'étais passée en candidat libre parce qu'il fallait quand même que je continue à travailler. Ouais. Donc, j'ai fait des remplacements dans les écoles, dans le privé, parce que c'est possible. Ouais. Voilà. Ce qui m'a permis, de prendre de l'expérience, de voir comment ça se passait réellement, parce qu'on dit instit, mais moi, je me rappelais de ma maîtresse de CM2, quoi. Donc, ça avait quand même un peu changé de remettre des pieds dans une classe. C'est pas la même chose. T'es en train de dire que genre quelqu'un qui fait un master en droit des affaires, oui. S'il veut, il peut devenir... Oui, parce qu'après, en fait, il faut le niveau de diplôme. Donc là, il me semble plus que c'est un master, c'est peut-être un bac plus 4 maintenant, quelque chose comme ça. Et après, tu peux le passer en candidat libre. Hein. Ah, donc ils s'en foutent de ton background, en fait. Ils disent juste n'importe qui peut être inscrit. C'est ça, et après, tu es censé avoir une formation qui t'apprend à être... C'est... je sais pas, moi, c'est pas que ça me choque. C'est... je mets quand même, parce qu'on en avait déjà un peu parlé, mais je mets beaucoup d'importance sur l'éducation des prochaines générations. Et donc, évidemment, ça en va de la qualité déjà des programmes et de ce qu'on leur apprend, et de ceux qui vont les dispenser. Ah bah bien sûr, de la formation de ceux qui sont avec 25 gamins toute la journée. Si quelqu'un veut se reconvertir, parce que moi j'ai eu 2-3 amis qui faisaient instit pour le lifestyle, pour le côté j'ai envie d'avoir un rythme de vie cool, le petit salaire qui tombe, les 16 semaines de vacances par an, être sur le rythme des gosses pour gérer la famille. Je critique pas, hein, tant mieux, et il en faut. Mais du coup la question c'est quel est le niveau de compétence de ces personnes pour pouvoir former des jeunes? Alors après, tu me diras, on va en discuter. Hein. Tu vois, il y a instit en école primaire, où là, tu n'as pas trop de liberté pédagogique. Enfin, je sais pas, en fait. Alors, si, c'est-à-dire qu'en fait, tu as des programmes à suivre. Ouais. Mais par contre, à l'intérieur de ça, tu t'organises comme tu veux. C'est-à-dire que les méthodes pédagogiques pour arriver à faire acquérir aux élèves telle ou telle compétence, ça, c'est toi qui le drive comme tu veux. En tout cas, sur le papier, c'est comme ça. Après, forcément, quand tu as des élèves, moi j'ai eu beaucoup de maternelle, j'avais une façon de travailler particulière parce que quand je suis devenue maman et ça a coïncidé avec mes premières années d'enseignement, je me suis beaucoup intéressée à l'éducation positive, bienveillante. Donc j'ai voulu mettre ça en place dans ma classe. Franchement, c'était top. Hein, vraiment. Ouais, j'ai eu des résultats incroyables, les gamins étaient archi épanouis, moi aussi, c'était génial. Sauf que malgré tout, après, j'envoyais des enfants en CP
Et je savais très bien que les instituts qui prenaient le relais avaient des méthodes beaucoup plus traditionnelles, conventionnelles. Okay. Donc, je ne peux pas non plus faire complètement l'autruche. Moi, mes élèves, par exemple, ils pouvaient travailler de partout. C'est-à-dire qu'ils ne devaient pas être assis à une table, ils ne faisaient pas tous la même chose au même moment. Ils choisissaient à quel moment ils voulaient faire plutôt des maths, plutôt du français. Bon, on va le faire large. Mais malgré tout, après, arrivé en CP, c'était assis plus souvent. Donc, il fallait aussi qu'ils aient l'habitude. C'était aussi, à telle heure, tu vas faire de la lecture. Ce qui n'est pas une critique. Il faut apprendre à lire aux élèves en CP. En maternelle, on a quand même plus de liberté. Aussi, il y a moins de pression des parents. Bon, t'as eu plus de maternelle ? J'ai eu plus de maternelle, moi. T'avais fait quelle autre classe sinon ? CP, tu m'as dit ? J'ai fait cycle 3, donc CM1, CM2. Ok. Aussi. Un petit peu de cycle 2, CE1, CE2. Ok. Voilà, et pas trop de CP finalement. Ok. Mais plus des petits, ouais. T'as kiffé ? Ah, j'ai adoré. Les premières années, vraiment, j'ai adoré. Ça faisait combien de temps ? J'ai fait ça une dizaine d'années. Okay. Alors, entrecoupé, parce que j'ai eu mes 3 enfants à cette même période. Donc, congé maternité ? Ouais, congé maintenant parental. Enfin, si, pour mon dernier, j'ai pris 1 an. Ouais. Mais sinon, non, j'ai toujours repris le travail à l'heure 2 mois et demi, quoi. Donc pendant 10 ans. Et tu dis les premières années, c'est que sur la fin, ça t'a... En fait, ce qu'il y a, c'est que... Ça t'a saoulé ? Je dis souvent, une fois fermées les portes, que j'étais dans ma classe avec mes élèves, franchement, c'était top. Voilà, mais tout l'autour, ça m'a un peu écrasée. À la machine éducation nationale, déjà. C'est-à-dire que tout est très lent. Enfin, c'est vraiment la fonction publique en général, mais ça marche aussi dans l'éducation nationale. Un exemple, quand tu décèles un problème chez un enfant de maternelle, entre le moment où tu le décèles, le moment où tu vas en parler aux parents, où ils vont prendre conscience, accepter, faire les tests, les diagnostics, etc., et qui va être réellement prise en charge, des fois, il s'est passé plusieurs années. Mais sauf que toi, pendant ce temps, tu as cet élève qui n'est pas pris en charge, donc qui n'avance pas correctement, qui des fois va mettre complètement en l'air le fonctionnement global de la classe. Ouais. Tu l'as toute seule, en fait. Tu es quand même très seule dans l'éducation nationale quand il y a un problème. Et il y en a relativement souvent. C'est vraiment parce que j'avais vu une étude sur la manière dont le regard du professeur sur une classe influence du coup le groupe de manière complète. Et que quand tu allais voir un professeur qui dit là, c'est une classe de cancre, donc faites attention, etc. Et alors que c'est une classe de génie, dingue, hein. Le niveau régressait. Ouais. Et vice-versa, quand tu leur dis, là, c'est une classe de génie, ils sont exceptionnels alors que c'était une classe de cancre de base. Il va se comporter etc. Et ça influence les résultats. Oui, ça s'appelle, c'est l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est exactement ça. C'est assez connu, quand on s'y intéresse un peu. Tu l'expliques. Ouais, mais du coup, comment toi tu fais ? Parce que finalement, est-ce que toi, quand tu as eu des premières classes, tu es rentré dans des salles et on t'a tout de suite dit, celui-ci, c'est un élève à problème, fais attention, et que direct, tu t'es mis en situation de, je vais le traiter comme un enfant à problème, donc je mets tout de suite en défense, le moindre truc, je vais essayer, je sais pas, comment c'est là que c'est compliqué, évidemment, qu'en fin d'année, quand on a nos listes, alors sauf les enfants qui arrivent à l'école, où là, ils sont leurs premières années, bon, t'as pas de retour, donc là, pour le coup, t'as pas de jugement sur eux. Ouais. Après, c'est humain, forcément, qu'on va te dire, lui, attention, puis on entend parler de ces enfants-là, on les voit dans la cour de récré avant de les avoir, donc on sait qu'un tel, il va être bagarreur, un tel est plutôt très studieux, un tel, attention. Donc évidemment qu'on est bourré de clichés. C'est compliqué de prendre du recul et de se dire, ok, on va repartir, une année n'est pas l'autre, un fonctionnement n'est pas l'autre, un gamin qui avait des problèmes telle année, puis aussi l'année suivante. C'est pas évident. Donc moi, j'essayais vraiment de faire table rase de tout ça. Moi, je les laissais très libres, entre guillemets, les premières semaines, je les observais. J'ai toujours beaucoup travaillé par l'observation, même quand il fallait les évaluer, par exemple. Donc, je les observais. Ça me permettait de checker le niveau de chacun dans tel ou tel domaine, parce qu'un gamin pouvait être plutôt doué en maths, et puis, par exemple, pas du tout intéressé par les lettres. Tu vois. Donc, j'essayais quand même d'avoir des niveaux de base. Et après, je faisais tout mon programme en fonction de où en était chacun de mes élèves. Mais c'était un travail monstre, parce que je faisais que de l'individuel, en fait. Sur une classe de combien ? Entre 25 et 30 élèves. Oh putain. Donc, après, j'adorais ça et je voulais pas travailler autrement. C'est-à-dire que moi, leur dire, on va tous faire en même temps, à 8h30, on va faire du calcul, à 9h, on va faire ci. Je m'y retrouvais pas et ça m'ennuyait. Voilà. Donc, Tu penses que, parce que du coup, on en parle souvent que les professeurs, toutes classes confondues, manquent de moyens. Tu l'as vécu ça ou pas ? Oui.
Mais c'est vrai. Manque d'effectifs, c'est manque de moyens matériels, c'est manque de considération. Manque de tout. Alors la reconnaissance, pour le coup, ça je pense que c'est une vraie souffrance chez ces métiers-là. Parce que de la société en général. Okay. Parce que tu vois, c'est ce que tu vas dire, le lifestyle. Et moi, quand je suis partie ensuite de l'éducation nationale... C'est vrai que j'ai titillé un peu sur le lifestyle. C'est la première chose qu'on m'a dit. Mais tu avais un métier, le métier de rêve. Tu bossais 4 jours dans la semaine, les week-ends, les vacances. Alors que la réalité, quand on a envie de s'investir pour nos élèves, c'est pas du tout celle-là. Déjà, 1 heure avec 25 enfants, c'est pas 1 heure là entre nous. Quand j'ai travaillé, ça n'a rien à voir. La fatigue nerveuse, elle est... Oui, donc ça prend plus de charge mentale. Une charge mentale, puis une énergie. Tu y mets toute ton énergie. Moi, je rentrais le soir, j'avais beau finir à 4h30 sur le papier. Ouais. Alors déjà, tu pars pas 4h30, mais bon, voilà. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais rincée, nerveusement rincée. C'est-à-dire que j'avais des fois même plus le courage et l'envie de m'occuper de mes enfants, entre guillemets. Parce qu'en plus, tu récupères ta casquette de maman derrière. Oui, puis il y a mêmes horaires que mes enfants. Donc, quand j'étais pas en classe avec mes élèves, j'étais à la maison avec mes enfants, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'aime bien dire, mais vraiment ce que ça demande en termes d'énergie, d'investissement, quand on a envie de faire progresser les élèves, il est énorme. Et moi, j'ai une vraie admiration pour cette profession-là, pour les instituts qui restent dans la barque, parce que c'est épuisant. Non. Franchement, non. Alors, je sais que là... T'as des chiffres sur les dernières années, je sais On est un peu sans tabou ici, donc tu peux y aller. Alors, moi, à l'époque, quand j'ai commencé, je me rappelle, je gagnais 1500 ou 1600 euros. Quand t'as commencé ? Ouais, donc il y a 10 ans. Net, ouais. Ok. Et il y a 10 Avec un bac plus 5, un concours. Il y a un bac plus 5. Voilà. Et puis, la responsabilité, quand même, que ça demande. C'est-à-dire que, quand même, t'as 6 heures par jour. Donc, c'est quand même des élèves que tu vois plus que tes enfants. Enfin, clairement, qui passent. L'école, c'est. C'est des collègues de travail, finalement. Enfin, c'est pas des collègues. Mais clairement, donc toute la journée, tu parles qu'à des enfants de 3 ans déjà. Hein, donc, voilà. Et en fait, tu les as tout le temps sous les yeux. Même en récré, même quand tu vas aux toilettes avec eux. Enfin, vraiment, c'est de la surveillance permanente. Civile, voire même pénale sur les gosses ou pas ? Tu peux, oui. Alors, s'il arrive un truc à un gamin, on peut te faire chier pour ça ou pas ? Ouais, tu peux. Après, bon, faut quand même. C'était pas une pression que t'avais vécue ? Non, moi j'avais vraiment moi j'avais la pression de leur bien-être et de leur progrès et de leur réussite. Okay. Mais sauf qu'en fait c'est infini. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pour un élève, tu peux toujours trouver mieux à faire, tu peux toujours vouloir le faire progresser, lui apporter plus. Et en fait, moi j'arrivais pas du tout à fixer la limite. J'aurais aimé t'avoir comme prof, je pense. Comme institut. Mais je croise maintenant, parce que tu sais, mes premiers élèves. Mon tout premier remplacement, quand j'ai préparé le concours, c'était une classe de CE1. Ouais. Donc maintenant, en fait, je les vois qui font 3 têtes de plus que moi, ils sont la vingtaine, quoi. Donc, comme j'étais dans ma ville, sur Autun, c'est des enfants que je croise en plus, tu vois. Du coup, tu vas pouvoir les assurer dans leur jeune vie active maintenant. Peut-être. Ce serait rigolo. Oui, ce serait drôle. Non, en fait, je te dis ça, c'est dans le sens où moi, je trouve que dans l'éducation nationale, évidemment, je titille sur le lifestyle, mais je sais que c'est pas facile. Le salaire encore moins derrière, parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre et que non seulement ils n'aient pas les moyens de faire leur job, c'est inadmissible. Le fait qu'ils puissent pas en vivre convenablement, c'est encore plus. Ouais, enfin, j'ai plus la vision médicale dans le sens où toute ma famille sont dans la médecine, c'est pareil. Ouais, c'est un métier qui est censé être passionnant, sauf que dès que tu bosses dans l'hôpital, t'es sous l'eau, t'as pas de moyens, t'es mal payé, t'as pas de retraite. Enfin, les retraites, tu vois, je prends le cas d'un médecin, tout le monde dirait mais médecin, c'est plus la voie royale parce que ils commencent tard, parce qu'il faut 10 ans d'études, donc ils cotisent plus tard, et donc ils n'ont pas de retraite. D'ailleurs, les médecins, c'est peut-être une cible pour les assureurs. Une super cible, parce qu'ils ont besoin de complémentaires retraite, ils ont besoin de travailler sur leur patrimoine, parce qu'ils ont des années fastes où ils peuvent gagner beaucoup d'argent, et encore ça dépend. Un médecin généraliste, il va pas 3-4 000 balles pour 10 ans d'études. Mais finalement, oui, c'est ça, hein, c'est que le retour sur investissement, il est long. Voilà, donc, et je pense même pour les instituts, alors même s'il y a bac plus 5, et donc elles vont commencer à bosser à les coups de 23-25 ans, je dis il aussi. Hein. C'est très féminin comme métier, ça reste très comme féminin. tous les métiers du social, de l'éducation, du soin de l'autre. Mais c'est pour ça que tous ces métiers, donc on prend les enseignants, le secteur médical, les pompiers et les policiers, ils sont mal payés, donc ils cotisent moins, donc la retraite elle est encore plus pétée. Donc j'imagine que tu as aussi beaucoup de clients là-dessus qui peuvent avoir ce genre de poste et qui en souffrent. Et en même temps, c'est un métier que si tu le fais alors que tu n'es pas passionné, tu vas mal le vivre. Et en même temps, on voit les... Enfin, tu vois, c'est vrai que je dis, j'aurais aimé avoir une professeure qui soit passionnée et qui s'investisse. Parce que
toutes les matières en question. J'ai regardé, tu sais, j'ai repris récemment, j'avais un classeur avec toutes mes notes, et j'ai regardé mes notes de tous mes cours. Et d'une année sur l'autre, sur des matières, j'ai 8 en maths. Donc je me dis, putain, alors 8 sur 20, pas 8 sur 10. Ouais. 8 sur 10, c'est pas mal, Bon, voilà. ça passe. Mais 8 sur 20, t'es en bac S, tu sais que les maths, c'est coefficient, je sais pas, je crois que c'est coefficient 8. Donc avoir 8 comme ça, t'as un prof, et tout le monde, même ma mère me disait, ouais, t'es nul en maths, machin, enfin, t'es nul. Elle pensait que j'étais nul. Je change de prof, qui m'apprend les choses différemment avec sa passion des mathématiques. Je tape un 16 de moyenne, et j'arrive au bac et je prends 17. Et quand j'ai vu ça, je dis, bah en fait, ouais, mes notes ont été quand même pas mal impactées déjà par le travail que je pouvais mettre, ça c'est logique, mais par est-ce que le prof en face était passionné ou pas. Mais c'est sûr. C'est sûr. Et puis le regard qu'il a, et c'est bien tout le problème de l'évaluation des notes en France aujourd'hui. Alors, il y a les détracteurs, il y a ceux qui sont... on a un petit problème de... J'en ai foutu partout. Décidément, c'était pas la bonne... C'est quoi? Ouais, mais ouais, c'est pas le... Bon, ça va. Il est pas chaud, mais tu sais quoi, on va le laisser là, tant pis. le petit oh, ça, tu vois, je t'ai dit que c'était un crash test. Ouais, regarde. Je voulais te mettre en situation pour dire, tiens, est-ce que si je renverse du thé sur la table, elle va mal lever, elle se dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Bah, pas du tout, mais toi, moi j'ai pas eu mon café tout à l'heure, mais ça tombe bien finalement. Tu l'as pas eu? Bah non. T'as fait demander à Loïc un café, là? Il me l'a pas emmené. Tu lui diras, tu feras la réflexion. Alors le podcast c'était bien, mais j'ai pas eu de café. Le café, je reviendrai pas, il n'y a pas de café. T'inquiète, ce midi, c'est lui qui payera le café. C'est lui qui rince. Cappuccino. T'aimes bien le cappuccino ou pas? J'aime bien, ouais. Putain, c'est une tuerie ce truc. Bref, on parlera café après. Mais non, c'est pour ça que le côté d'être passionné dans son métier, je pense que c'est là où tu transmets un maximum de choses. On a un impact incroyable sur les enfants, hein. Vraiment de ce qu'on leur dit, de l'image qu'on a d'eux et qu'on leur renvoie d'eux. Et typiquement sur l'évaluation des notes, c'est... Moi, j'ai jamais... Alors, encore une fois, en maternelle, c'était facile parce que les parents comprennent encore que tu ne mets pas de notes. Bon, voilà. Après, plus tu passes, plus les parents, ils aiment bien quand même avoir des moyennes, des chiffres, ça rassure ou pas. Mais en tout cas, ça donne un cadre. Sauf qu'une évaluation, moi, des fois, je faisais passer des évals à mes enfants, à mes élèves. Ils étaient capables de complètement se planter à ce moment-là, parce que pas envie, parce que fatigué, parce que pas compris la consigne, parce qu'il fallait colorier et qu'en fait, ils savaient faire, mais ils voulaient pas colorier. Enfin, tout un tas de raisons. Sur quelque chose, je savais qu'ils savaient faire. Mais du coup, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que je les évaluais pour leur dire, ben non, regarde sur le papier, tu sais pas faire? Alors que c'était des choses que au quotidien, sans pression, ils faisaient très bien. Et moi, j'ai une question maintenant qui me vient. Bon, je sais ce que tu fais aujourd'hui, donc ça veut dire que tu as arrêté Instit, tu n'es plus Instit. Non. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as arrêté ce métier? Enfin, déjà, quand tu étais dedans, est-ce que tu te voyais faire ça toute ta vie ou tu sais que c'était que temporaire? Au début, oui. Tu voyais faire ça toute ta vie? Au début, je me voyais faire ça toute ma vie. Ouais, je me sentais vraiment bien. Et en fait, plus ça allait, plus forcément, hein, c'est toujours pareil, tu découvres toutes les facettes d'un métier, tu découvres un peu l'ombre derrière la lumière, on va dire. Et plus ça allait, plus je m'épuisais. Franchement, à construire tout un tas de choses. Moi, je me sentais entourée, accompagnée. Je me sentais frustrée. Et la dernière année, je me sentais impuissante, pour le coup, en classe. C'était le même cas pour tes collègues? Tu ressentais que, je sais pas, quand on parlait de tes collègues, vous avez tous le même point de vue? Beaucoup. Et la plupart, c'est bien là où c'est dommage, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la seule solution, vraiment pour sortir de ça et faire son boulot en se sentant à peu près bien quand on a un site, c'est de lâcher complètement, de faire le strict minimum, de se détacher, parce que sinon on est happé, quoi. Et... mais du coup, c'est le pro. Ouais, putain. Tu vois, et moi je me suis dit, je préfère m'en aller avant de devenir une institut que j'ai pas envie d'être. Que le système va me forcer à devenir, presque. C'était ça ou le burn-out, quoi. En gros, c'est malheureux, hein, mais c'est vraiment l'idée que j'en ai aujourd'hui. C'est très compliqué. Surtout que les enfants sont à un âge où ils sont censés aimer apprendre, se découvrir. Mais ils aiment apprendre, en plus. Ils aiment apprendre quand ils sont dans le cadre... sur certains qui ont lâché l'affaire, justement, et qui se justifient. J'en suis convaincue. Alors, moins aujourd'hui, mais alors toi, t'es un peu plus jeune que moi, pas beaucoup, mais un petit peu. Je sais pas si t'as le même regard, mais moi, je sais que j'ai une bande d'amis, on est amis depuis l'enfance, et aujourd'hui, je les vois, ils ont tous des carrières, c'est des mecs au top, ils ont des carrières professionnelles lancées, ils sont passionnés, ils aiment ce qu'ils font, ils réussissent très bien leur vie pro, et pourtant, c'était les cancres. C'était les cancres, et quand on parle avec eux, ils sont dégoûtés, mais vraiment, ils se rappellent encore très bien de ces instits, de ce qu'ils ont, des phrases
mais des mots qu'ils ont pu entendre. Complètement. En fait, moi j'ai toujours eu cette vision de l'éducation nationale où je me suis considéré avec beaucoup de facilité. Ouais. Je pouvais ne pas écouter en cours et réviser la veille pour le lendemain et décrocher une super note. Mais en fait, en cours, j'ai trouvé toujours nul de devoir prendre des notes et suivre une structure, chapitre après chapitre, etc. Et j'ai discuté avec une amie très proche qui me racontait que elle, son professeur, elle n'était pas trop fan d'histoire. Et le mec, il se pointe, alors chapitre 1, la Deuxième Guerre mondiale, alors on va le petit A, Hitler et son machin, tac, 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 et il te raconte tous ces trucs. Ça l'a saoulé. Par contre, l'année d'après, ils ont changé de prof. T'as un prof, il est venu, il a posé les pieds sur la table, il dit, je vais vous raconter une histoire. Mais ça, c'est incroyable. Je l'ai vécu aussi, moi, en histoire aussi, pareil, avec un prof en terminale. T'as vu ça? Et le mec est tellement passionné que t'es comme ça et t'écoutes. Mais c'est tellement ça. C'était exactement ça. Moi, j'ai eu un prof qui m'a marqué en terminale l'année du bac. Alors moi, j'étais plutôt scolaire, studieuse, bonne candidate. Ouais, tout le temps. Mais bonne candidate pour être prof. Parce que, tu vois, ça collait bien. Je rentrais bien dans le moule. Donc, c'est tout le problème de l'éducation nationale. Si t'es un élève qui rentre dans le moule, t'auras pas de problème. Mais... Si t'apprends différemment, si tu refuses un peu ce formatage-là, bah, c'est là où tu vas entendre t'es nul, t'es pas scolaire, tu feras rien de ta vie. Bon, alors, j'espère moi maintenant, honnêtement. Mais nous, moi, à mon époque, c'était vraiment, vraiment ça, quoi. Donc, surtout que je pense à ton époque, on laissait pas forcément le choix à sortir de la boîte, parce que comme tu dis, t'as parlé de moule, et moi, c'est un mot qui m'a toujours hérissé les poils. Dans le sens où moi, dans plein de matières, je me sentais pas à ma place, et pourtant, je voyais que dès que le prof changeait, qu'il était passionné, il transmettait quelque chose. Et tu étais capable d'apprendre et de comprendre et de retransmettre même. Je prends les SVT, j'ai toujours été un peu scientifique dans ma tête, mais les SVT, j'aimais pas, et puis à un moment donné, j'ai eu un super prof, et j'ai voulu faire médecine. Puis de l'autre côté, il y avait en 5e, on avait techno, puis je voulais faire ingénieur, tu vois. Et en fait, et tu te découvres en essayant. Et les jeunes, à mon sens, faut qu'ils testent un maximum de choses à travers des gens qui peuvent être passionnés. Mais tu prends tout mon parcours, même le lycée. Le lycée, c'était horrible parce qu'en fait, j'étais en mode, on te prépare à la prépa, tu vois. T'es en première, t'es en terminale, on te dit en fait la suite c'est la prépa, c'est la voie royale, MPS, machin, des acronymes pour te faire comprendre que c'est l'élite et qu'il faut faire partie de l'élite. Et que si tu l'es pas, t'es mal vu. Donc là, tu mets une pression, faut des bonnes notes, faut un bon dossier, et tu sais même plus pourquoi faut des notes en fait. Et j'ai eu des notes de merde. Je passais à ça de moyenne, Rémi bavarde, Rémi machin, Rémi pas un bon élève, etc., etc. Et même ma mère pensait que j'étais même pas un bon bosseur, tu vois. Qu'il était un poil dans la main, tu bosses pas parce que ça m'intéressait pas. Et tu vois, c'est ce que tu dis, c'est que si les gens sont pas intéressés, moi je fais vraiment partie de ces gens, je suis un bosseur de fou. Je me suis découvert du coup dans l'entrepreneuriat, parce que dès lors que t'es passionné, que tu trouves un sens à ce que tu fais, t'as plus de notion de temps, t'as plus de notion d'effort, tu le fais. Mais clairement, et aujourd'hui on le sait avec toutes les découvertes en neurosciences, c'est valable chez les tout petits, chez les enfants, chez les adultes. Si t'es pas intéressé par ce qu'on te raconte, en fait, les régions de ton cerveau qui te font apprendre et retenir ne s'allument pas. Donc en fait, on peut continuer à faire ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Donc en fait, c'est pas la peine d'aller demander à des enfants qui sont pas intéressés de leur faire rentrer par tous les moyens, ça ne fonctionnera pas. Donc, t'es calé en neurosciences ou pas? J'aime bien. T'aimes bien? Calé, je sais pas si je suis calée, mais c'est un domaine qui m'a vraiment intéressée, moi. Alors, quand je suis rentrée dans l'éducation nationale, parce que t'es pas du tout formée non plus à ça, on t'apprend à faire des séquences pour enseigner les maths, le français, voilà. Mais on t'apprend rien du développement de l'enfant. Mais vraiment, alors que rien du tout. À fond sur le cerveau. Alors que c'est quand même la base de savoir, en fonction de l'âge des enfants que tu as en face de toi, ce que tu peux, où ils en sont dans le développement. Donc vraiment là, au niveau de la pédagogie, si tu veux. Ça te parle, Idrissa Berkane? Je vais le citer parce que j'aime bien cet individu. Ça me parle de nom, mais j'ai pas de... Je connais pas tout son parcours, il a fait quand même beaucoup de choses. Il a un triple doctorat, il a fait plein de choses. Il fait beaucoup de conférences, comme ça qu'il s'est fait connaître. Il a une chaîne YouTube qui est vraiment intéressante. Et il a écrit un livre du coup qui s'appelle Libérer votre cerveau. On mettra le lien en description. Je l'ai lu, il est hyper intéressant. Et il parle de neurosciences et même de neuroergonomie. D'accord. Et en fait, je te raconte juste ça parce que c'était assez intéressant et j'ai la même logique pour l'éducation nationale où il faut comprendre qu'en fait le cerveau c'est comme un muscle entre guillemets et sur lequel tu vas utiliser dans certaines situations et tu vas utiliser certaines zones, comme tu as dit, des zones que tu vas activer ou non pour gérer un problème, résoudre le problème, réfléchir, comprendre, passer à l'action, bref voilà. Et il expliquait, admettons qu'ici on va prendre la tasse ici, très jolie tasse Optimi d'ailleurs, petit placement. Tu prends cette tasse et la tasse on va dire que c'est de l'information. Le but c'est de la saisir.
Et en fait, l'éducation nationale, même l'éducation, enfin je veux dire le système, va te dire le seul moyen d'attraper cette tasse, c'est d'une seule manière. Et donc toi, tu apprends une leçon pour tout le monde, tu as 30 élèves, et tu pars du principe qu'ils ont tous le même muscle, ils sont tous musclés de la même manière, ils ont tous le même cerveau, et il faut l'attraper tous de la même manière. Et tu dis, en fait c'est facile, il faut l'attraper comme ça la tasse. Donc ceux qui ont ce fonctionnement de cerveau-là, il n'y a pas de souci. Ceux qui vont c'est les personnes système, scolaires. Voilà. Ils vont dire, je suis tous capable. Les autres vont se dire, je suis nul. Ils vont se dire, je suis nul, parce qu'en fait, il y en a un, il va arriver, il va essayer d'apprendre comme ça, tu vois. Ouais. Il va le prendre, parce qu'il va utiliser cette zone de son cerveau, il va galérer, il va perdre confiance en lui, parce qu'il va dire, du coup, j'arrive pas à l'attraper, et dire, ça me saoule, je suis nul à l'école. Et les profs vont dire, t'arrives pas à porter la tasse alors que t'as vu ton collègue, il arrive à faire ça. Mais c'est exactement ça. Elle est parlante cette image, j'aime bien. Mais c'est ouf, tu vois, et de la même manière que demain, tu prends un autre problème dans la vie de tous les jours, donc par exemple dans l'entrepreneuriat où on réfléchit complètement différemment, ou par exemple, cette zone peut être hyper efficace, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être passer là-dedans. Ouais, quand tu vas pouvoir passer là-dedans, tu te dis, avec le petit doigt, c'est plus facile, alors que si tu y vas avec ta main, ça passe pas. Et en fait, donc Idriss Aberkan, il faudrait qu'on mette le lien de la conférence où il y a une vidéo YouTube qui parle de ça, je te l'enverrai. Et le fait qu'il l'explique de cette manière, tu comprends qu'en fait, il donne une dimension physique au cerveau sur comment attraper de l'information. Que pour attraper de l'information, tu as besoin aussi d'attention. Donc il faut la capter, l'attention. Donc le jeu, le côté ludique, etc. Mais le côté, comme tu as fait toi avec tes élèves, il faut s'adapter à chaque cas. Parce que l'élève qui est comme ça, t'es pas nul en fait. C'est ça, c'est juste que tu as une zone, et en fait, c'est peut-être pas une tasse qu'il faut que tu soulèves. C'est peut-être autre chose où tu vas l'utiliser avec 3 doigts. Donc là, c'est l'image de la main. Et la métaphore, elle est ouf parce qu'en fait, tu comprends que chaque individu doit se découvrir, se trouver quelque part et comprendre comment il fonctionne et que tout le monde a le droit à l'épanouissement. En fait. Et que moi, je suis persuadée qu'on a tous, enfants comme adultes, nos zones de génie et qu'en fait, tout l'enjeu de l'apprentissage, de l'éducation nationale et de la vie plus tard, c'est de mettre le doigt dessus et puis d'agrandir au maximum ces zones de génie. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout ce qu'on apprend, c'est pas du tout comme ça qu'on forme les. Mais c'est vrai que ça m'a parlé là, tes amis où ils étaient des cancres, parce que moi je me suis considéré cancre toute ma vie. Et t'as vu ce qu'on a fait là même chez Optimi. Ah non, mais c'est incroyable. En termes d'outils, mais moi je me réinvente pas parce que c'est des choses que je savais faire, mais avant de mettre en place tous les outils qu'on a mis en place, Smart 8, etc. C'est vrai que je me fais des bons retours là-dessus, j'ai apprécié. Je me suis même dit, putain, mais waouh. Je suis capable de faire ça. Je suis capable, mais il y a 2 mois, je savais que j'étais capable de réfléchir, mais je l'avais pas encore fait, tu vois. Je veux dire, pour ceux qui nous regardent, on va l'expliquer un petit peu, mais l'idée c'est que je sors d'une boîte de tech où pour développer des outils, il faut passer par des développeurs, que tu vois, toi demain, tu me dis, tiens, le devoir de conseil, comment je fais ? Je dis, je prends ton besoin, 2 secondes, je vais aller voir mes développeurs, je dis, j'ai un nouveau besoin client, faut faire ça. Ah ok, je te fais le devis. Je fais le devis, ok, ça va nous prendre 2 mois, et ça coûte 15 000 €. Donc moi, mon associé me dit, vas-y, vends-les, ça va faire 15 000 balles, et moi je viens vers toi, je dis, c'est si important que ça le devoir de conseil, parce qu'en fait, dans 2 mois tu l'auras, donc tu vas être un peu frustré pendant 2 mois, et il faut que tu me payes tout de suite 15 000 balles. Ça te va ? Compliqué. Et je sors de ça, je me dis, faut trouver une nouvelle manière, je trouve des outils qu'on appelle du no-code, où il n'y a pas besoin de coder, et là, tu vois, il y a un besoin, c'est changer dans l'après-midi, quoi. Mais cette façon de faire là, alors moi je l'ai complètement découverte, le fait de se dire, je me lance sans avoir n'importe quoi dans la vie, c'est valable pour tout, sans avoir toutes les réponses. C'est ça. Et en fait, après, on se rend compte que quand on est confronté à des défis, des problèmes, en fait, on trouve des solutions, on réfléchit, on s'entoure. Et c'est pas facile au début. Il faut être à l'aise avec l'incertitude. Puis moi, j'étais pas du tout. J'étais pas câblée pour ça du tout au départ. Enfin, vraiment, moi, je te dis, au départ, c'était le CDI. Après, c'était la sécurité de l'emploi, de fonctionnaire à vie, c'était le Graal, quoi. Je me disais, il peut plus rien m'arriver, c'est génial. Ouais. Et en fait, donc, c'est un peu fun. Il n'y a pas le goût du risque, il n'y a pas l'aventure. Mais au départ, moi, ça m'allait bien. Tu vois, vraiment, moi, les entrepreneurs, je voyais comme des gens à part. Je disais, mais ils sont timbrés, pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils prennent autant de risques ? Mais oui, mais pourquoi ils se font mal alors qu'un CDI, c'est tellement... c'est confort, quoi. Enfin, tu vois, moi, dans mon esprit... Mais je sais que toi, t'as pas du tout la même que moi, donc c'est marrant qu'on en parle. Moi, j'étais salarié pendant 2 mois. 3 mois. Enfin, toi, c'est même pas salarié, en fait. C'est même pas salarié, j'étais stagiaire dans une grande boîte... on va les citer. Ouais, si, je vais les citer, c'est rigolo. Je vais les citer sans les citer. Ils sont les champions du pain au lait, de la brioche, du 4 heures pour les gosses. Je vois bien. Très iconique. Je vois bien. Et j'ai pas du tout aimé. Alors, j'ai pas du tout aimé, je pense, parce que j'ai pas trouvé une boîte qui me plaisait bien. Alors, quand je dis pas du tout aimé, il y a vraiment des collègues, et pour ceux qui me voient et qui me reconnaissent,
kiff. J'ai eu des collègues de fou. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais pété un câble. Vraiment, les collègues de mon service. Et en fait, l'organisation de manière générale de la boîte c'était pourri. Pas de valorisation. À un moment donné, ils ont viré un mec qui faisait le ménage, mais qui faisait aussi les palettes. Et ils l'ont viré parce qu'en fait, il convenait pas. Qui faisait les palettes pour envoyer les colis sur les lieux de vente. Personne. Ah bah le nouveau stagiaire, allez, 2 chaussures de sécu, un gilet jaune, tu vas dans l'entrepôt, tu prends le transpalette et on va t'apprendre. J'étais en école de commerce. Fallait faire du marketing. Et pendant 2 mois, j'ai compris, même des échanges où ils te font comprendre que t'es pas là pour penser, t'es là pour faire. Et quand c'est très cérébral et que moi je suis un casse-couille, je remets tout en question, tu vois, même Pierrick, je le prends, on fait les outils ensemble, si ça n'a pas de sens pour moi, je vais le dire, je vais le faire chier. Oui, t'aimes bien comprendre, mettre du sens sur ce que tu fais, il faut que c'est du sens. Pas juste fonctionner. Voilà, et là je voyais on faisait des trucs qui n'avaient pas de sens, mais on va droit dans le mur, oui. Ah d'accord. Bon, mais c'est pas ton job de réfléchir. Donc je vais pas critiquer le salariat, le CDI, etc. Il en faut. Je pense qu'il y en a, ils s'épanouissent là-dedans parce que à travers le métier. Ouais, bien sûr. Voilà. Et c'est pas un problème. Mais par contre, l'entrepreneuriat, c'est ce que je connais. Enfin, ça fait quoi 8 ans que je travaille. Je fais que ça, que de l'entrepreneuriat. Et donc, au fait, au début, t'es un peu stressé parce que surtout quand tu démarres très tôt, t'as pas d'expérience, t'as pas de réseau, t'as pas de compétences. Donc, t'as le syndrome de l'imposteur. Là, avec le recul, quand t'as toutes les compétences pour faire ton activité, c'est top. Et puis, dans un groupe comme Optimi, où là, moi, je peux m'épanouir à fond, laisse tomber. Là, il y a des projets à chaque fois. Et puis, la logique, c'est toujours la même. C'est un projet qui est en face. J'ai pas la réponse tout de suite. Je sais que c'est marrant, c'est mon cousin qui m'a dit ça, qui était mon premier associé d'ailleurs. Il me disait, à tout problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui. Mais c'est vrai. Alors ça, on l'entend, hein. Mais à appliquer, c'est... Mais quand tu le dis à quelqu'un qui l'a jamais entendu, il est là, il dit, ça n'a pas de sens. Et si. Et même Pierrick, tu vois, quand on a fait les outils là sur SmartSuite, c'est mon 5e prototype. Ok. Je peux dire, au 4e, je commençais à être comme ça parce que je trouvais pas. Et en fait, au début, il y avait les problèmes et je trouvais pas la solution. Et donc, quand tu y vas en mode, à tout problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. T'avances. Et tu cherches et tu cherches. Que tu pars du principe que tu vas trouver quelque chose. Donc, moi, j'ai passé ce step où finalement, je suis arrivé à un stade de ma vie où je sais que quoi qu'il arrive, si je lâche pas, je trouve toujours. Ça peut être long, ça peut être dur, ça peut être chiant. Des fois, c'est au forceps. Mais quoi qu'il arrive, je trouve toujours. Et ça te rassure, et du coup, pour vivre ton aventure entrepreneuriale, c'est ça, mais c'est vraiment un changement d'état d'esprit qui est pas évident. Franchement, pour moi, ça m'a pris du temps. Surtout que tu n'as pas été entrepreneur juste après l'institutrice. Tu es revenu dans le monde secteur privé. Voilà, j'y suis allée vraiment étape par étape. Alors, avec toujours... J'avais toujours l'entrepreneuriat comme dans un coin de ma tête, mais tu sais, plutôt en mode inaccessible, rêve. Donc, je suivais des podcasts d'entrepreneuses, alors plutôt des femmes, ça m'inspirait beaucoup. Oui, ça te parle plus. Des femmes qui s'étaient lancées, qui avaient réussi, je trouvais ça génial. Et je me disais, peut-être un jour, pourquoi pas. J'avais quand même ce truc-là de communiquer, d'aimer ça. Tu vois, donc quand j'étais instite, j'avais un blog, par exemple. T'avais un blog ? Ouais, j'avais un blog. Mais non. Moi aussi, j'avais ouvert un blog. C'est trop ouf. Mais en plus, je passais des heures et des heures à créer des outils, des choses, des méthodes. Donc, je balançais tout sur mon blog. On avait aussi des groupes Facebook d'Instit où je mettais tout dessus. Donc, j'adorais faire ça. Mais je me voyais pas du tout, imaginer... monter un truc autour de ça. Non, j'étais pas prête. Et en fait, ça s'est fait vraiment étape par étape. Au départ, c'est sorti d'une conversation avec mon frère un matin chez lui, où je lui dis que l'éducation nationale, vraiment, ça va pas, qu'il faut que je trouve autre chose. C'est quoi ton frère à ce moment-là ? Et bien là, lui, il était manager dans un grand groupe d'assurance. Qu'on ne citera pas. On a eu de citer trop de noms. Voilà. Et c'est vrai qu'on en parlait en repas de famille, et évidemment sans filtre pour le coup, sans tabou. Et déjà à ce moment-là, il m'avait fait un peu changer de vision par rapport moi à mon expérience en banque. Donc voilà. Il t'a rassuré par rapport à quand t'es sorti de la banque, tu dis je veux plus d'économie, je vais dans le social. Ouais. Puis au final, il t'a rassuré. Là, il m'a redonné la vision quand même du conseil, du métier qui peut être bien fait. Voilà. Donc tu quittes Instit, tu rentres dans le groupe dans lequel travaille ton frère ? À ce moment-là, il me dit, mais je suis sûre que toi, ça pourrait te correspondre, parce que dans ce groupe-là, on travaille comme ça, on travaille comme ci. Il y avait en plus un poste sur Autun. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Mais j'avais des garde-fous, donc c'était toujours un travail salarié. Enfin, voilà, tu vois, j'y suis allée quand même. Après, t'as appris des trucs quand même là-bas. Parce que moi, j'ai toujours la vision de l'assurance, ou dans les grands groupes, dans certains groupes, pas tous,
c'est quand même une bonne école pour apprendre. Alors, sur la méthode de vente. Là, très honnêtement, sur la formation que j'ai eue dans ce groupe-là, je pense que c'est une des meilleures. Ah ouais? Ah ouais, on a une formation qui est, pour le coup, très poussée, très calée. J'ai appris énormément de choses que j'avais jamais appris même en banque. Même en banque, tu vois. Ouais. Donc, ouais, parce que c'est un peu la vision que j'ai aujourd'hui parce que moi, pareil, j'ai des relations avec, forcément avec mes banquiers. Ouais. Et quand je vois ce qu'on fait chez Optimi, et tu compares les deux, t'as l'impression qu'on vit dans deux mondes où... ça n'a rien à voir, c'est pas le même métier. Mais tu te dis, mais les mecs, vous savez ce qui se passe dehors, quoi? Ils viennent te prendre des frais, ils te disent, ouais, on a un nouveau placement, c'est 2,5%, c'est 3%, c'est 4%, et que avec les prélèvements, les machins, finalement, c'est du brut. Tu regardes ton net, et en fait, il me fait gagner qu'à 1,2%, et il me dit que c'est le meilleur placement. Et quand je dis, mais attendez, moi, j'ai regardé les infos, j'ai vu que l'inflation, c'est 7%, je perds de l'argent. Non. Même eux savent pas ce que c'est l'inflation. Tu arrives chez mais tu t'es perdu, donc on va en parler évidemment, mais ouais, donc tu redécouvres je redécouvre le métier franchement, et je tombe dans une équipe incroyable avec un manager qui est devenu mon ami, des collègues formidables, donc vraiment c'est quoi ta zone de chalandise, enfin ta zone d'intervention? Moi c'est Saône-et-Loire. Okay. Voilà. Après, en fait, on pouvait aller un peu partout. Moi, j'aime bien conduire, ça me dérange pas. Donc, puis comme on se déplace uniquement chez nos clients. Ouais, c'est pas les clients qui viennent dans une agence. Non, on n'avait pas de bureau. Donc après, en termes de flexibilité, c'était top aussi sur l'agenda, l'emploi du temps. Donc, tu vois, j'ai quand même... Tu gères ton agenda comme tu veux. Et oui. Donc, tu vois, j'ai déjà commencé à découvrir cette liberté-là. Moi qui étais habituée horaire école, quoi. Donc là, pour le coup, très, très cadré. Là, je découvre vraiment cette liberté d'organisation-là. Et j'adore ça. Tu devais quand même poser des jours si tu voulais te barrer en week-end ou... oui, quand même. Oui, quand même. C'est responsabilité de demander des jours. Ah bah oui. Après, du coup, tu peux les demander et partir hors saison si tu veux, en septembre. Ah oui, bien sûr. Si les gosses sont gardés, vont à l'école ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça où moi, je me suis dit, l'éducation nationale, ok, c'est bien, mais le côté où tu peux pas partir hors saison. Tu es obligé de taper systématiquement les vacances ou les prix, c'est... ça me fait c'est sûr, sur les vacances, les week-ends, là, c'est un vrai plus tout de suite. Donc là, ça veut dire que tu rejoins ce groupe. Ouais. Tu apprends le métier, tu redécouvres une certaine liberté. Ouais, franchement. Un meilleur salaire, j'imagine. Un meilleur salaire, voilà, pour le coup. J'imagine qu'il y a un petit fixe. Je sais que dans le milieu de l'assurance, généralement, c'est des petits fixes à 1 000, 2 000 euros dans cette fourchette. Ouais, c'est ça. En fait, on est un fixe, après, c'est la commission. Ouais. Et tu peux bien gagner ta vie là-dedans. Bah, franchement, moi, quand je suis rentrée à l'époque, ouais. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, vraiment, pour le coup, que. Là, j'avais pas besoin d'aller vendre mon âme et de vendre n'importe comment, entre guillemets, pour bien gagner ma vie. Donc ça m'allait très bien, moi, en termes de... Les produits étaient bons? Alors, ça, c'était un peu... On prend des pincettes. on prend des pincettes. C'est-à-dire que la méthode de vente et le conseil qu'on apportait aux clients, franchement, je l'avais jamais vu ailleurs. Je l'avais jamais vu en banque. Je l'avais jamais vu dans d'autres compagnies d'assurance et tout. Donc, vraiment, tout était fait pour... jusqu'à la proposition de la solution. Très honnêtement, en termes de conseils, c'est incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est d'accord, quand tu bosses dans un groupe, tu peux vendre uniquement des produits du groupe. Eh oui. Donc même si ce groupe il est bon dans, je sais pas, un type de produit qui peut être une assurance vie, s'il est moins bon dans, je sais pas, une GAV ou une garantie accident de la vie ou une prévoyance, au bout du bout, exactement. C'est-à-dire j'avais beau donner du très bon conseil, et là pour le coup jusque-là les clients étaient super contents en plus parce qu'ils me disent mais jamais personne m'a dit en gros mais si demain il t'arrive quelque chose, voilà comment ça se passe. Parce que moi je rencontrais la plupart du temps un couple ou même des fois des parents célibataires avec des enfants par exemple, et moi je leur expliquais très concrètement avec des chiffres et sur leur situation à eux, si hier il t'est arrivé quelque chose, voilà comment ça se passe. Qui récupère quoi, à quelle hauteur, combien ça coûte. Et il n'y a pas de surprise, ça coûte de l'argent à chaque fois et les gens ne sont pas au courant en règle générale. Donc déjà, rien que cette partie-là t'apporte une valeur ajoutée de malade, tu vois. Sauf que derrière, j'avais beau conseiller tout ce que je voulais et dire tout ce que je voulais, au bout du bout, j'avais que les produits de cette gamme-là. Donc j'ai toujours été convaincue du conseil à 100%, pas toujours convaincue des produits derrière. C'est ça que t'es pas resté si longtemps que ça. T'as fait combien de temps? J'ai fait 2 ans et demi. Voilà, et pendant la première année, j'ai passé aussi la certification pour être accompagnatrice de jeunes entrants. Ok. Voilà. Parce que tu les as formés?
Oui, voilà, bah, tu vois, toujours ce côté quand même transmission, apprentissage. Oui, mais j'aime ça, donc voilà, c'était aussi... T'étais avec des gosses de 3 ans, t'étais avec des... J'étais avec un seul adulte en même temps, voilà, que j'accompagnais, donc ça j'aimais bien. Et puis voilà, donc des frustrations quand même. Tu vois, typiquement, on n'avait absolument pas du tout la main sur des frais d'entrée. On parle de l'assurance vie. Quand tu mets de l'argent sur une assurance vie, tu as des frais d'entrée qui viennent forcément gréver la rentabilité, donc ce qu'on te donne... C'est-à-dire que si je mets 100 000 € sur une assurance vie, sur mon assurance vie, il n'y a pas 100 000. Non. D'accord, mais moi sur mon compte, il y a écrit, il y a moins les frais du coup. Ah bah oui. Je vois que si par exemple c'est 2%, je vois 98 000. Bah alors, c'est ça, alors c'est aussi, moi je pense, le problème... Je vois 100 000 et c'est pas vraiment 100 000. Il y a un jargon financier qui, je pense, malgré tout, arrange certains. Faut reconnaître, parce que c'est quand même compliqué. Moi, à chaque fois, les clients me disent je comprends rien. Ils me disent je sais même pas, tu as le taux rendement brut, tu as le taux moyen des actifs de la boîte sur tant d'années, et puis des fois, en petit, tu as ton taux net à toi. Franchement, il faut aller le chercher, il faut fouiller. C'est quand même très opaque. Voilà, sur quelque chose, alors pour le coup, j'en suis archi convaincue aujourd'hui, qu'on peut expliquer simplement aux clients, mais de la même façon que moi, j'expliquais la lecture à mes enfants de 6 ans. Vraiment, quand tu fais l'effort d'expliquer clairement aux gens, sans chichi, qu'un langage simple, des schémas, voilà, ils comprennent. D'accord. Tu vois, et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que vous avez tous été à bonne école, parce que chez Optimi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, vous venez tous vous avez tous un parcours dans l'assurance. Vous venez de 2 groupes différents. Et ce qui était hyper intéressant dans l'approche, surtout qu'on a chez Optimi maintenant, c'est moi, vous m'avez réconcilié avec l'assurance vie. C'est vrai? Ah ouais, non, parce que moi j'ai fait une assurance vie pour l'acter, parce qu'on m'avait dit que je crois que c'était au bout de 8 ans. Il fallait prendre date. Il fallait acter. Bon, j'ai foutu 1000 balles dessus, et j'avais une application. Et c'est la première fois que la nana me dit oui, vous êtes profil équilibré, dynamique, machin. Je dis moi je suis jeune, envoyez tout le maximum de risques. Il faut que ça gagne, tu vois. Ouais. Et du coup, je voulais pas faire une gestion manuelle. Parce qu'en fait, je voyais tous les fonds et je comprenais rien. Je me disais, c'est quoi ce fonds, c'est quoi ce fonds, c'est quoi ce fonds euro, fonds machin, fonds... Oui, tu voulais t'accompagner quand même parce que tu n'avais pas les connaissances pour le faire tout seul. Je me dis, faites-le vous, mais moi, je veux un truc, voilà, et puis je veux voir le détail. Et je vois le détail, je regarde mon application, je me dis, putain, j'ai 1000 €, j'ai des fonds. Et tu sais, t'as le côté où je vais me réveiller demain et peut-être que je vais voir 1010, 1020 et je vais gagner des petits euros par-ci par-là. Je savais que j'allais pas m'enrichir avec, mais j'étais là en mode, voilà, c'est la première fois que j'avais un actif financier et que je mettais de l'argent qui était placé. J'étais pas encore dans la bourse, dans les cryptos, etc. Puis je regarde tous les jours et ça bouge même pas de quelques centimes. Je suis bon, ok, je l'oublie et je reviens 1 an et demi après dessus. Et là, je vois 870 €. Je fais, mais c'est quoi ce bordel? Donc j'appelle, etc. J'explique, oui, parce qu'en fait, c'est la crise, c'est les machins, c'est ok, d'accord. Donc il y a de bonnes raisons, pas de problème. Je peux comprendre. Année suivante, ça remonte à 1100. Je dis, bon, c'est bon, c'est reparti, elle a raison, voilà. Encore année suivante, je retourne à 900. Puis là, je regarde même plus, en fait, ça stagne, ça avance pas. Et là, je dis, l'assurance vie, c'est un placement où en fait, c'est juste pour transmettre. On sait que c'est défiscalisé, enfin, ceux qui ne le savent pas, on vous dit, c'est défiscalisé. Pour la succession, on ne met pas les frais de succession là-dessus, donc quand on veut transmettre à ses enfants, c'est un bon produit. Mais je me dis, jamais je mettrai ma thune dessus pour gagner de l'argent, en fait, pour le faire travailler. On sait que voilà, faut le faire travailler son fric. Mais ton exemple, il est, pour le coup, il est archi intéressant et c'est le problème de... Alors, moi, j'ai plein de clients qui vont me dire mais j'ai déjà une assurance vie. Et je leur dis, c'est pas le problème d'avoir une assurance vie. Il est passé comment cet argent? Alors moi, ce que je veux voir, c'est d'une, pourquoi vous l'avez fait? De deux, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours en adéquation avec votre patrimoine? Parce que typiquement, tu me parles de tes 1000 €, tes premières économies, que tu as tout placé parce que tu voulais que ça gagne de l'argent. Voilà. La stratégie, en fait, il n'y avait pas de stratégie. Déjà, et puis en fait, elle est complètement bancale. Enfin, tu vois, il n'y a rien qui va là-dedans. Et tout le monde, aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle banque, n'importe quelle assurance, tu dis, j'ai une assurance vie, on va t'ouvrir ton assurance vie. Et c'est pas ça qui fait la différence, en fait, entre un banquier ou un assureur ou un gestionnaire du patrimoine. C'est derrière, quelle est la stratégie par rapport à ta situation matrimoniale, familiale, tes projets, à toi? Je pense qu'il faudra qu'il faut que peut-être tu réexpliques, pour ceux qui nous regardent, comment ça fonctionne en fait une assurance vie de manière très simple. C'est-à-dire que tu mets de l'argent sur un contrat qui s'appelle une assurance vie, mais cet argent ensuite il est placé. Il est investi. Il est investi. Mais tu l'investis sur ce que tu veux. C'est ça. Alors, tu peux mettre 100 000 € sur une assurance vie, mais investir 20 000 quelque part. Bien sûr, oui, tu peux découper à l'intérieur. Une assurance vie, si tu veux, moi je dis souvent à mes clients, c'est une enveloppe.
D'accord. Voilà, c'est une enveloppe, c'est avec un cadre fiscal légal, c'est-à-dire que assurance vie de n'importe quel groupe bancaire assurance, c'est le même cadre fiscal légal, ça ne déroge pas. Par contre, à l'intérieur, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et tout et n'importe quoi adapté à votre situation, ou tout et n'importe quoi pas adapté à votre situation. Et c'est bien souvent le problème. C'est-à-dire que les gens ne savent pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur et que la plupart du temps, ça ne correspond pas à leurs objectifs. Et alors, horizon de placement. Parce que pour le coup, tu ne places pas sur une assurance vie si c'est pour si tu as besoin de tes fonds dans 6 mois. Mais ça, je l'ai vu déjà. Ah, mais c'est compliqué du coup de gérer ta relation commerciale si tu vends un produit qui n'est pas adapté et qu'au final, ils se rendent compte que c'est pas là où ils veulent aller et que mais c'était un peu... Ils t'appellent, ils disent « Je comprends pas, on a fait une assurance vie, vous avez dit que j'allais gagner de l'argent ou que c'était un bon placement, je viens de me connecter, je suis en négatif, qu'est-ce qui se passe ?» Mais oui, mais c'était un peu le problème aussi, une de mes grosses frustrations à l'époque, quand j'étais dans ce grand groupe d'assurance-là, c'est que on avait un seul produit qui était censé répondre à tous les besoins de nos clients. Donc à un moment donné, il fallait les faire rentrer dans le moule, le moule de mon assurance vie à moi, de ce groupe-là, parce que j'avais que ça. Et des fois, je savais quand même que ça correspondait pas, qu'il y avait potentiellement mieux ailleurs. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, moi, je veux pouvoir proposer vraiment quelque chose de gagnant-gagnant et aller chercher le produit qui va correspondre à ce client-là. Donc c'est là où tu as quitté ce grand groupe. C'est là où j'ai eu le projet, initié avec mon frère pour le coup, parce que c'est lui qui est venu m'en parler. Il m'a dit, mais toi, dans 3 mois, il m'a dit texto, il me dit, il faut qu'on parle. Il me dit, je te préviens, toi, dans 3 mois, tu as lancé ta boîte. Tu croyais pas? Je lui ai dit, attends, en plus... Tu l'as lancé en combien de temps, du coup, une fois qu'il t'a dit ça? Je l'ai lancé, ça c'était mai-juin, et j'ai eu mon cabis en septembre, quoi. Ah ouais, assez vite. Et il t'a convaincu de fou. Assez vite. Ton frère, lui, il venait de rejoindre Optimi à ce moment. Oui, c'est ça. Il venait de rejoindre Optimi, moi j'en avais jamais entendu parler, voilà. Et quand il m'a expliqué le projet, alors qui plus est de travailler avec mon frère, le projet familial est génial, le projet professionnel était incroyable, et je me suis dit, mais... Oui, c'est ça que je veux faire, quoi. Vraiment. Je sais pas si tu as la même vision que moi sur Optimi, et c'est vrai que, notamment sur les fonds structurés, on y reviendra, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Mais j'ai eu l'impression qu'en fait, on est en train de cultiver des tomates, qu'il y a tout le parcours, tout le process jusqu'au consommateur, on a tout balayé, et on s'est dit, en fait, on va prendre à la source les meilleurs produits qui sont accessibles que si on a du volume. Donc un indépendant ne peut pas forcément le faire tout seul. C'est ça. Donc d'où l'idée de faire une sorte de groupement, parce que Optimi, c'est pas une société qui salarie des conseillers. Non. Vous êtes tous indépendants. On est tous indépendants, mais on s'est regroupés pour pouvoir avoir cette force de persuasion commerciale et qui permet de débloquer des produits qui n'étaient pas accessibles, des vrais produits de gestion de patrimoine auxquels tu n'as pas accès. Si toi, en tant que particulier, tu vas voir ton banquier ou ton assureur. Complètement. À moins que tu aies des clients qui aient énormément d'argent pour faire du volume financier. Et donc là, on retourne sur le côté gestion de patrimoine avec l'image que ça en a c'est pas pour moi parce que j'ai pas assez de patrimoine. Donc moi... Ça, c'est un truc que tu vis souvent? Tout le temps. Moi, tout le temps. Ouais, je suis pas concernée parce que moi, j'ai pas de patrimoine. Et là, c'est vraiment quelque chose, donc ça, moi, j'y tiens vraiment à déconstruire cette image-là de ce qu'est le patrimoine et parce que en fait, de base on a déjà tous un patrimoine, ne serait-ce que ton patrimoine humain, c'est-à-dire que toi, ta famille, tes enfants si tu en as, ton travail, ça a de la valeur tout ça. Donc déjà du patrimoine humain, immobilier. Alors immobilier ça peut être si tu es propriétaire, soit de ta maison, soit de locatif, mais ou si tu as potentiellement un projet d'achat immobilier. Voilà, les projets, c'est aussi quelque chose vraiment à travailler, à sécuriser, à développer pour le coup. Et puis après, évidemment, le patrimoine financier. Et là, c'est là où il y a en général les plus gros clichés, on va dire, où globalement, les gens pensent que s'ils n'ont pas 100 000 euros sur un compte... C'est pas du patrimoine. Voilà, oui, ils ont pas assez, ou si... Ou même un jeune, parce que tu vois, je prends les exemples d'un jeune dans la vie active, il n'a pas de fonds. Exactement, on me l'expliquait comme ça sur le patrimoine chez Optimi. Il passe par 4 étapes, un patrimoine. Tu dois le constituer. Donc pour un jeune, c'est exactement ça. Comment tu le constitues, comment tu le développes, comment tu le sécurises, et à la fin, comment tu le transmets. Mais on est d'accord qu'avant de le développer, donc de le gérer, c'est le mot qu'il y a derrière, gestionnaire de patrimoine, avant tu le construis. La base, elle est là, et c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est finance pure, ça. Eh ben oui, à mes clients, c'est qu'en fait, moi aujourd'hui, je me sens limite plus constructrice de patrimoine
que développeuse ou gestionnaire. Bien sûr qu'il faut, mais la base, elle est quand même là. Et on peut le faire avec une vraie stratégie, sans gagner 10 000 euros par mois, pas du tout. Et c'est là que je vois tout l'intérêt d'un groupe comme Optimi, parce que du coup, tu as... Parce que c'est vrai qu'ils ont démarré, ils étaient 4. Moi, je suis arrivé en cours de route, mais bon, je suis pas assureur, donc moi, c'est un peu à part. Aujourd'hui, on est presque une trentaine. Une trentaine, ouais. Et donc, le fait d'être 30, parce que du coup, on les voit à peu près, les stats, on accède à des produits de fou. Ah bah. Moi, on a un fonds structuré. C'est quoi? C'est le target en ce moment? C'est le target. On a 2,5 millions d'enveloppes. Donc, un mec tout seul, s'il veut ce genre de produit, il faut qu'il en vende pour 2,5 millions. Voilà, c'est énorme. Alors là, tout à seul, 30, c'est impossible. c'est énorme, comme tu as dit. Alors qu'à 30, ça se fait tranquille. Ah non, mais c'est sûr. Puis quand tu vois les produits qu'on propose, là, pour le coup... moi, j'ai halluciné. Et c'est vrai que je voulais en parler parce que après avoir eu cette déception avec ma première assurance vie, j'ai dit, tu sais quoi, je vais chercher les meilleurs actifs. Et je voulais un truc, vu que je suis un peu dans la tech, je voulais pas un truc où je dois aller sur un bien immobilier, chantier, machin. Ça me saulait. Donc je me suis dit, la bourse. Je vais regarder des graphiques, je vais apprendre et je vais acheter depuis mon ordi, depuis mon téléphone, etc. Je regarde, et moi, ma stratégie, c'était constituer un portefeuille d'actions de croissance, donc des entreprises où je crois sur une croissance, dont ça va se valoriser, et dividendes. Donc je me prends des outils d'analyse, je regarde lesquels donnent les meilleurs dividendes, mais lesquels sont aussi un peu sous-cotés, comme ça je les achète moins cher et ça me permet aussi peut-être de faire une plus-value sur c'est la sur stratégie de Buffett, ça. Bien sûr, Buffett, on l'a écouté, mais évidemment, notre Warren préféré. Mais du coup, on a ça, et je regarde 2-3 actions, et je vois entre 7-12%, je me dis, vas-y, je vais prendre ça. Et donc je me dis, si j'ai au moins 5-6%, je suis déjà bien. 5-6%, c'est ouf. Et j'achète. J'ai mes dividendes qui tombent, j'ai mes 5%. Sauf qu'à un moment donné, l'entreprise fait moins de bénéfices, elle me dit, c'est plus 5%, c'est 3%. Puis mon action en question, finalement, elle se pète un peu la gueule. Et donc je vois mon capital qui diminue, mais je me dis, allez, long terme, on regarde les long terme, etc. Et en fait, je commence à me dire, finalement, j'ai 5-6%, c'est déjà bien en bourse, mais c'est quoi la dose de risque que je prends en face? Ah c'est ça, c'est que là, pour le coup. Et puis les connaissances que ça te demande. Le temps, etc. Le temps, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est toi qui gères complètement. À la limite, le temps et les connaissances, c'est à la portée de tous, parce qu'il faut juste fournir l'effort. Le pire, c'est la gestion des émotions. C'est comment tu fais quand tu vois t'as pas pris la bonne décision, est-ce que tu te remets en question, est-ce que tu dis je suis nul, est-ce que tu vends tout de suite parce que t'as peur, parce que c'est de l'argent dont t'avais besoin, et c'est là où tu fais plein de conneries. Et je finirai juste là-dessus sur le target, on prend l'exemple qu'on a en ce moment. J'ai regardé du coup la brochure, j'ai tout regardé parce qu'en même temps je fais les vidéos pour aider pour faire de l'aide à la vente, et c'est un produit, tu mets ton argent, donc c'est sur une assurance vie, c'est bien ça. Celui qu'on a en ce moment, c'est 7% par an. Capital garanti à 100%. Tu mets 100 000 balles, t'es sûr de ressortir 100 000 balles. Il n'y a pas de limite, tu peux mettre autant que tu veux, dans la limite de l'enveloppe. On a 2,5 millions, s'il y a un client qui se pointe et qui veut mettre 2,5 millions, il peut. Il peut. Enfin, s'il reste 2,5 millions. L'enveloppe, voilà, c'est ça. Qu'après, du coup, on se partage aussi. Voilà, après, l'idée, c'est que les gens ne mettent pas ça, parce que l'idée, c'est de varier, etc. Mais c'est-à-dire que le mec, il met 100 000 euros, il est sûr. Après, sauf défaut de l'émetteur, parce qu'il y a toujours le cas exceptionnel. Mais bon, ça, s'il y a un défaut d'émetteur, on est dans une merde. Même dans le Covid, on n'a pas eu le cas. Et même quand il y a des défauts d'émetteurs, ils arrivent à sauver les banques. Donc voilà, donc on est sur un cas on est sur un signe noir. Mais donc du coup, capital garanti à 100%, 7% par an. C'est-à-dire que tes clients, quand ils voient ça, ils refusent pas, quoi. Non, ils refusent pas. Non, mais clairement, ils refusent pas. C'est là où... Ils voient l'argent, ils voient l'argent arriver. Donc, on est complètement d'accord. Et là, pour le coup, par rapport à... je suis tellement convaincue que là, pour le coup, j'apporte vraiment... Pas toujours le même conseil, qui est de qualité. Le même conseil, mais avec cette fois, en fait, des produits qui n'ont rien à voir, pour le coup. Donc là, j'ai pas besoin de bégayer en face de mon client quand je lui parle de frais d'entrée. Parce que pour le coup, les frais, cette fois, j'ai la main dessus. Et tu ne les avais pas avant, donc là, tu as la main. Si tu veux mettre moins de frais, plus de frais, tu peux. Mais bien sûr, puis moi, je leur explique. En fait, aujourd'hui, les frais, c'est ma commission. À moi, donc c'est ce qui me permet de vivre. Voilà, donc bon, ça passe très bien si les gens ils comprennent tout à fait que tu travailles, tu es rémunéré pour, pas de souci. Sauf que là où j'étais avant, c'était entre 4,5 et 5 de frais. Et jamais Attends, quoi, 4,5 frais? Non. Parce que là, sur les fonds, on prend 2%, je crois. Et donc sur quelque chose qui, en plus, mettait énormément de temps à travailler. Donc si tu veux, en termes de rentabilité, on n'y était pas. Donc voilà, et là aujourd'hui, je peux regarder mon client droit dans les yeux en lui disant voilà, je vais prendre 2%. Si tu prends 3%, tu sais qu'il va être rentable. Quoi. Oui,
Donc, parce que là, en plus, on parle... C'est gagnant-gagnant, mais un vrai gagnant-gagnant cette fois. Parce qu'il n'y a pas 50 intermédiaires entre le client, moi, et puis le structureur, l'émetteur, etc. Ce qui est fou sur les fonds structurés, c'est que là, on parle d'un fonds qui est le plus safe, que capital garanti à 100%. Ouais, on est à échelle 2 sur 7, comme le fonds euro, quoi. Donc vraiment quelque chose donc c'est un fonds euro que tout le monde met, au final, il est plus rentable qu'un fonds euro. Et d'ailleurs, c'est fou parce que tu vois, quand je reboucle sur ce que tu disais au début sur les banques, sur aujourd'hui, moi, ce que j'hallucine, c'est qu'ils prennent. D'ailleurs, je vais citer parce que l'information, je la sors de. J'ai perdu son nom. Faudrait que je t'envoie le podcast, il est trop bien. Enfin, le podcast, c'est une sorte de petite émission sur la chaîne de Underscore. Donc, c'est un mec qui s'appelle Underscore. Et il fait des sujets sur la tech, etc. Okay. Et il a interviewé le patron France Benelux de Trade Republic. D'accord. Chouette gars, franchement, j'ai bien aimé. Et lui, c'est un ancien trader et il expliquait le système bancaire. Et il expliquait que sur toute la masse de l'argent en circulation dans les banques prennent 2% par an. Rien. Oui. Donc ils prennent de leurs 2%, mais du coup, c'est quoi le service en face ? En fait, ils ne font pas gagner d'argent. Et quand les mecs ils disent non, mais on va vous ouvrir des comptes rémunérés à 1%, 2%, 3%, et que ça te sert à rien, plus les frais derrière, en fait, c'est du brut, tu regardes ton net, il te reste rien. Il reste rien. Non, mais c'est sûr. Tu pètes un câble. Non, mais on est d'accord. Et le pire, moi, ce que j'ai vu dans 2-3 de tes collègues chez Optimi, c'est qu'ils vont chez des clients, et quand ils ouvrent les comptes, ils disent mais attendez, vous avez 150 000 € sur le compte courant là ? Ouais. Ça fait combien de temps ? Ça fait 4 mois. Et votre banquier, il se dit pas qu'il faut les placer, quoi. Là, votre argent, il vous rapporte 0. Eux, ils jouent avec, par contre. Et qu'en fait, ça sert à rien. Parce qu'il y a l'inflation. Même l'inflation, tu vois, quand t'en parles, c'est un sujet où les gens ils comprennent pas. Ils disent bah non, j'ai pas perdu d'argent. Il y a toujours le même montant sur mon appli. C'est ça, alors que c'est pas compliqué d'expliquer. Clairement, moi je le fais simplement. En fait, l'inflation, c'est pas compliqué. C'est que moi, je dirais que je prends cet exemple-là. Je dis voilà, aujourd'hui, vous achetez une paire de baskets à 100 balles. Voilà, et en fait, qui vaut 100 €, on va dire. Et puis, dans un an, en fait, avec les mêmes 100 €, vous pourrez plus vous acheter cette paire de baskets-là. Voilà, l'inflation, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, de laisser votre argent travailler sur un compte courant, donc qui n'est pas rémunéré, ou sur un compte qui rapporte moins que l'inflation, fatalement, sans vous en rendre compte, vous perdez de l'argent tous les ans. Du coup, est-ce que l'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie et des coûts des produits, ou est-ce que c'est la dévalorisation de la monnaie, ou est-ce que c'est les deux ? Alors, c'est lié. Si tu veux, mais l'inflation, pour l'expliquer très simplement, c'est la hausse du coût de la vie. Tu vois, là, comme ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Voilà, sans rentrer, encore une fois, tu vois, moi, ce que vraiment, dans mon métier aujourd'hui, et ça, c'est archi important aussi, c'est de démocratiser, tu vois, ce métier-là, de le rendre accessible. Et la banque centrale, elle imprime de l'argent, les entreprises, tu les perds. On les perd complètement, alors qu'il y a quand même des concepts très simple à expliquer, qui franchement est à la portée de tout le monde. Donc comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'une assurance vie, c'est quoi la stratégie, court terme, moyen terme, long terme, ton horizon de placement, c'est quoi tes projets, qu'est-ce qu'on met en face et pourquoi, est-ce qu'on va mettre plutôt sur du livret, parce qu'il en faut, pas de débat, l'épargne de précaution, ok très bien, mais pourquoi t'épargnes, à quoi ça sert, et puis comment est-ce que tu vas taper dedans ? Mais c'est vrai que, moi j'ai quand même pas mal de potes de mon âge, donc jeunes qui commencent à gagner de l'argent, ils ont aucune, alors je vais pas dire intelligence financière, parce que ce serait les insulter. Mais en même temps, ils n'ont pas été éduqués. Non, voilà, il n'y a aucune éducation financière en France. Et en fait, ils sont là, ils gagnent de l'argent, ils claquent tout, ils n'ont pas anticipé l'assurance auto, ils n'ont pas anticipé les impôts, ils n'ont rien anticipé. Puis à un moment donné, ils ont un livret à 20 000 balles, puis ça chute à 5 000, puis finalement, il est sur le compte courant à 40 000, puis il retire d'un coup, et c'est en flux tendu. Et moi, je leur dis, mais en fait, gère ton niveau de vie, mets-toi une épargne de précaution. Moi, je sais que je suis à un âge où je me suis défini un montant. Je dis, si j'ai plus, j'en ai pas besoin. Mais c'est ça. Non, mais... Parce que clairement, à moins que si j'ai un projet immobilier, il me faut de l'apport, etc., auquel cas je le mets sur un autre compte. Mais je lui dis, ça, c'est mon plafond. Tout ce qui dépasse, je le mets, je l'investis. Et du coup, quand tu as une assurance vie ou une assurance vie ou un placement, n'importe lequel, que ce soit un PER, ce que tu veux, ça te permet, de savoir que tu as un placement où tu sécurises et que tu gères ton risque. 2, tu as de la rentabilité. Et 3, tu le gères au fur et à mesure. Parce que j'imagine que tu peux mettre une certaine somme de départ. Et ensuite verser librement. Oui, non, mais complètement. Tu peux. Et puis après, encore une fois, une stratégie, elle est intelligente et adaptée à l'instant T. Mais aujourd'hui, encore plus dans nos mondes aujourd'hui, tout change. Tu changes, tu fais des enfants, et puis après tu te sépares, tu changes d'activité professionnelle. Donc, une stratégie que tu as faite sur une assurance vie il y a 5 ans, très probablement qu'aujourd'hui elle est plus bonne et qu'il faut réadapter. Mais par contre, là je te rejoins complètement, et ça moi aussi j'aime bien le dire en clientèle, c'est un mantra entre guillemets que j'aime bien. Vas-y. C'est toujours se payer en premier.
C'est-à-dire que le premier du mois, quand tu as ton salaire, ton versement, ton revenu, ce que tu veux, tout de suite, tu mets de côté. Ouais, les versements programmés sur l'épargne, ça doit être fait tout de suite. Il faut que ça soit pris comme une charge. Comme tu vas payer ton crédit IMO, tu ne te poses pas la question, tu le payes. Et bien, ton argent de côté pour tes projets, pour tes gamins, pour ce que tu veux, c'est pareil. Ça doit avoir la même importance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui me disent oui, moi, je vois en fin de mois ce que je peux mettre. Tu vois, c'est pas la bonne stratégie. Philosophiquement, ce qui est cool là-dedans, c'est que tu leur fais prendre conscience que leurs projets doivent passer avant et qu'une bonne fois pour toutes, il faut y penser. Ouais. Et que des projets, ça se finance. Et que c'est une question de priorité. Voilà. Et qu'à un moment donné, quand tu en fais ta priorité, parce que tu sais que tes 100 ou 150 ou 200 balles que tu mets tous les mois, c'est pour tel projet, c'est pas juste pour avoir un peu d'argent de côté, c'est vraiment pour financer ça, ça et ça. Et du coup, ça n'a plus la même... Tu sais pourquoi tu le fais, donc tu t'y tiens, ça marche beaucoup mieux que de se dire, mon banquier m'a dit qu'il fallait que je mette 100 balles sur une assurance vie, donc je vais le faire, quoi. Bon, pourquoi, comment, ce que ça me rapporte et à quoi ça va me servir, je ne sais pas. Ça, donc là, il y a un vrai intérêt de comment tu constitues, tu développes ton patrimoine. Bah oui, puis ça te redonne aussi un peu de pouvoir quand même sur ta gestion, tes finances, parce que des fois, c'est ça aussi, tu sais, les banquiers, tu y vas, alors encore plus quand tu es une femme, je reconnais, oui, c'est-à-dire qu'en général, un banquier, si tu vas en couple, c'est prouvé ça, hein, vraiment, le banquier va regarder beaucoup plus l'homme. Oui. Ça rassure. Bah, ça rassure, et puis les femmes ont ce cliché, alors lié à l'éducation, lié à plein de choses, de moins s'y intéresser, de se sentir moins capable. Voilà, c'est un monde. Si tu tapes investisseur ou trader, sur Google, tu vas pas tomber. Tu vois l'image que tu as du trader, c'est le mec en costume cravate, très sérieux, très viril. Enfin voilà, c'est très éloigné de ce qu'il y a aujourd'hui. Et oui. Parce qu'aujourd'hui, on parle certes d'argent, mais on parle avant tout de projet. Et comme tu as dit, c'est que les projets évoluent dans le temps, il faut adapter en permanence la stratégie. Tout part des projets, il y a que ça. Mais oui. Puis quelqu'un qui te connaît et puis qui s'intéresse à toi. Voilà. Complètement, parce qu'un banquier, il en a rien à foutre de toi. Je dis ça, désolé, il y a peut-être des banquiers qui s'y intéressent, mais moi, je prends déjà juste l'exemple. On a un turnover dans nos banques. Quand je dis dans nos banques, je suis dans deux banques. Tu y vas, tu n'as jamais le même conseiller. S'ils te mettent un petit jeune qui en a rien à foutre et qui te parle comme une merde. Je suis là, je dis, en fait, non, parce que c'est mon fric quand même. Et alors, moi, j'étais archi surprise parce que je suis cliente. Gérer, tu vois, parce que limite, je dois m'excuser de demander qu'on me rembourse des frais que je devais pas avoir. Désolé, hein, mais c'est ma thune, c'est pas la vôtre. Oui, mais c'est comme ça, c'est les règles. Je m'en fous des règles. Parce que la banque, au départ, elle est, le métier premier du banquier, c'est de gérer les flux. Paiement, les flux de trésorerie, voilà. Et puis, le financement. Voilà. Mais par contre... c'est pas les meilleurs pour faire du placement et de la gestion de patrimoine. Non. Ouais. Parce que c'est ça qui est ouf. Il y a un autre exemple dans les fonds, tu vois, qui moi m'a encore plus rassuré et réconcilié avec l'assurance vie. On a un autre fonds en ce moment, on l'appelle Orange. Et là, c'est un autre délire, c'est qu'on a vu qu'il y a un fonds où on a un capital garanti à 100%, 7%, et lui, le fonds Orange, j'ai présenté... je te laisse présenter Orange, vas-y. Non, mais vas-y, c'est ça que t'aimes bien. Alors, le fonds Orange, c'est toi qui as fait la vidéo. Hein. C'est vrai que je le connais bien. C'est un fonds structuré qui fonctionne de la même façon que les targets, en gros, sauf que... Ça se passe sur une assurance vie aussi. Ça se passe sur une assurance vie, ça peut aussi se faire sur un plan d'épargne retraite. Ouais. Donc ça, c'est archi intéressant, parce que... tu peux le mettre sur un plan d'épargne retraite ? Et oui, et le plan d'épargne retraite, par définition, il est bloqué. Donc, de toute façon, tes fonds sont immobilisés. Et là, pour le coup, horizon de placement de base, de fait, c'est très, très long. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est vraiment l'enveloppe toute trouvée pour aller travailler et faire de la rentabilité. Ouais. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose à démocratiser et à apprendre aux clients qui vont me dire oui, 1%, 2%, c'est pareil. Sur 30 ans, non, c'est pas pareil. Ouais. Non, la différence, elle est incroyable. C'est l'effet boule de neige. C'est la méthode des intérêts composés. C'est encore une fois, ça s'explique très simplement. Pour le coup, quand on prend 5 minutes pour le faire avec son client. C'est une courbe qui est exponentielle. C'est exponentiel. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, plus tu investis tôt, évidemment, mieux c'est. Parce que tu as un horizon beaucoup plus long. Voilà, mais on peut commencer à 20, 30, 40, 50 ans, en fait, hein, peu importe. Ouais. Mais vraiment, de pouvoir profiter de cet effet boule de neige, c'est incroyable. Et donc, le fonds Orange, c'est le même. C'est un structuré, donc il fonctionne de la même façon qu'un target. Voilà. Sauf que là, le capital protégé, il est protégé. Pas garanti, c'est pas pareil. Voilà, alors ça, c'est pas la même chose. Alors là, on rentre dans les détails. Après, c'est tout con, c'est garanti. Oui, mais bien sûr. Tu récupères tout. Protégé, c'est pas le cas. Protégé, tu récupères tout, mais à certaines conditions. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, sur le Orange, on va être un peu plus dynamique. Ouais. Donc encore une fois, c'est toujours pareil. C'est vraiment une vraie stratégie. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on ne va pas mettre tous ces fonds
Diversifier. Non seulement ça sert à rien, mais c'est très dangereux. Pour le coup, là, en termes de stratégie patrimoniale, c'est pas le fonds qui est dangereux en lui-même, c'est ce qu'on en a fait. Ouais. C'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire que... Ah oui, ok. Tu vois, c'est-à-dire que sur un fonds, il est pas bon ou mauvais, dangereux ou pas dangereux. Ça dépend, évidemment, que si tu as 10 000 balles de côté et que tu mets tes 10 000 balles sur Orange, j'ai envie de te dire, faut pas qu'il t'arrive un pépin demain parce que cet argent-là, tu pourras pas forcément le récupérer tout de suite. Donc, encore une fois, question d'horizon de placement, question d'intelligence financière, de répartition, mais c'est pas compliqué à faire, vraiment, quand tu es bien accompagné, encore une fois. T'en as vendu du Orange Un petit peu. Donc, c'est combien la performance Un petit peu, c'est 12. Donc, ça fait plaisir. Surtout que c'est ce qui est haut dans ce genre de fonds, c'est que le capital, on donne juste cette information parce qu'après il y a plein d'autres mécanismes, mais il est donc protégé et donc garanti, et il est protégé jusqu'à moins 50%. C'est-à-dire que, évidemment, on dit Orange, mais on investit sur un indice, et cet indice, il peut se permettre de perdre 49% de sa valeur. Au bout de 10 ans, parce que l'horizon de placement, c'est sur 10 ans, on récupère 100% du capital. C'est ça. Et que, après, il y a d'autres mécanismes pour pouvoir sortir. Oui. Et moi, je crois que j'avais fait un scénario, trimestre 24, donc je crois que c'était 5 ou 6 ans, un truc comme ça. Pour sortir, il fallait que l'indice soit au-dessus de ses 80% de son niveau de référence. Donc, c'est très technique. En gros, c'est on rentre à 10 euros, 80%, donc c'est 8 euros. C'est-à-dire que le titre peut se permettre de perdre 20% de sa valeur, arriver à 8 euros. Donc, en théorie, si tu avais mis en direct sur la bourse, tu aurais perdu 20%. Sauf que là, au bout de 5 ans, s'il est à ce niveau-là, la condition est respectée, etc., tu sors ton capital, 100% du capital initial, alors que l'indice, lui, il a perdu 20%, plus les 11% par an. Donc sur 5 ans, 55%. Ah non, mais... Et comme là, en termes de garantie, il est déjà, en termes de garantie, c'est un peu plus dynamique, parce qu'il y a quand même un risque de perte en capital. Ça, il faut quand même en être conscient. Mais comme tu as dit, c'est que le fait de diversifier, j'imagine, dans tes portefeuilles clients, tu diversifies, ils ont sur plein de fonds, des fonds un peu plus safe, des fonds un peu plus risqués, et que du coup, il y en a qui sortent tout de suite, il y en a, ça se passe un peu moins bien, parce que ça peut arriver. Et en fait, systématiquement, il y a un fonds de roulement. Et du coup, tu peux reprendre les fonds déjà existants, les réinvestir. Et aller rechercher de la... Oui, voilà. Et aller rechercher de la rentabilité. Mais oui. Donc, le fonds structuré, le mécanisme, il est incroyable. Et quand on parle de gestion de risque, là, pour le coup, des fonds classiques en gestion pilotée, assurance vie, peu importe, on peut, évidemment, alors, on a des profils investisseurs, donc ça te permet d'avoir une vision. Sauf qu'en fait, on n'a pas de boule de cristal. On sait ce que les fonds ont fait sur les dernières années, donc on se projette en disant, voilà, ça a fait ça comme rendement, on peut espérer la même chose sur les prochaines années, mais en fait, on ne sait pas. Parce qu'en plus, moi j'avais appris ça en finance, le passé ne présage pas du futur. Eh ben non, jamais. Le fonds structuré, là pour le coup, en termes de gestion de risque, mais tout est carré, tout est calé à l'avance. C'est-à-dire que ton fonds structuré, au moment où tu le signes, tu sais très exactement, contractuellement, ce qui peut arriver dans le pire, dans le meilleur. Enfin, tous les scénarios sont déjà écrits à l'avance. Donc ça, tu vois, en termes de... Et tout ça, c'est garanti. C'est ça que je trouve ouf. C'est que même le point d'entrée, parce qu'il y a une période de commercialisation et une période d'émission. Et ça, c'est Arnaud qui nous fait nos fonds structurés, ancien trader chez aussi une grande banque. Mais là, une grande banque internationale pour le coup, pas américaine. Et il m'expliquait justement que, admettons, on négocie le prix d'entrée du coup, sur Orange à 10 euros. Si au moment de l'émission, parce que du coup pendant la période de commercialisation, c'est là où on vend les enveloppes disponibles, une fois que tout est vendu, il y a une fin, il y a une date et on commercialise, on rentre sur le marché, et bien si au moment d'entrer sur le marché, le prix est au-dessus, admettons qu'il soit à 11, et ben on rentre quand même à 10. Donc on est déjà en positif. On est déjà... Donc moi je dis c'est fou, mais je dis mais par contre s'il baisse, du coup on n'a pas acheté le point bas, parce qu'on sait que le point bas c'est compliqué à acheter, bien, s'il baisse, et ben contractuellement, Donc si le truc il descend à 9 euros, et ben si à la perte de commercialisation, enfin d'émission, on rentre sur le marché, on rentre à 9 euros. Ah oui, donc les mécanismes de protection en plus sont... T'es protégé, c'est optimisé à l'entrée, c'est optimisé à la sortie, il n'y a pas de loup, tu sais exactement ce qui va se passer. Mais c'est ça, le côté il n'y a pas de loup, il est quand même là sur le fond structuré. Moi, voilà, moi, je vais faire comme toi tu fais dans ta vidéo, moi je le fais sur du papier, j'aime bien. Mais oui, donc je fais les graphiques, je dis voilà, scénario favorable, défavorable, enfin voilà, ça... Vous pouvez le garder parce que c'est exactement ce qui va se passer. Donc, et là, tu peux t'engager à le dire. Et ça change tout quand même dans la relation que tu as avec ton surtout que tu n'investis même plus sur le produit en lui-même, même si le produit a été... Enfin, pas sur le produit, sur l'entreprise qu'il y a derrière.
même si l'entreprise a été très bien choisie, notamment oui, on fait son analyse. Ça, c'est important mais aussi. En fait, tu investis encore plus sur le mécanisme. Bien sûr. Le mécanisme, il est fou. Mais oui, tu n'as même pas besoin de comprendre l'entreprise, mais tu t'en fous. Parce que c'est vrai que Buffett, il dit souvent, voilà, il faut investir dans ce qu'on comprend. Et en fait, là, tu n'as pas besoin de comprendre l'entreprise, tu as besoin de comprendre le mécanisme. Mais oui. Quand tu as compris le mécanisme, c'est tout. Mais c'est sûr. Donc, là-dessus, je sens qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, ils vont regarder leur compte bancaire, ils vont dire, attends, c'est ça, ils vont dire, attends, j'ai 20 000 balles qui me servent à rien, mon banquier m'a rien dit, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Ils ont le droit de t'appeler ou pas? Ils ont le droit de m'appeler. Ils ont le droit, c'est complètement. bon. Complètement. On peut tes coordonnées. Mon LinkedIn, mon Insta. Donc sur Insta, ils peuvent te contacter, LinkedIn. Sur Instagram, sur LinkedIn. Après, c'est vraiment, je sais pas si tu veux leur faire un message, mais c'est vrai que, moi je parle, comme je dis, j'ai mes amis, il n'y a pas d'éducation financière, ils sont pas guidés, et en fait, c'est dès maintenant qu'il faut le faire, tu vois. Ouais. C'est quand t'as 20 ans, 30 ans qu'il faut commencer. Ça veut pas dire qu'à 50 ans, 60 ans, c'est trop tard. Bien sûr, il y a toujours des possibilités de faire, mais plus on le fait tôt, plus c'est facile. Ouais. Et plus on a de temps devant soi, donc c'est sûr que... Et puis tu as aussi le côté vu à 360, parce qu'en même temps, il y a de la gestion de patrimoine, il y a du développement de patrimoine, mais il y a de l'assurance. Avec le mot assurance, il m'a toujours fait flipper, j'ai toujours paniqué. Mais tu vois, encore, j'étais avec Pierrick il y a 2 semaines, on a fait du VTT. Je me suis fait une frayeur. J'ai pris un job, j'ai cru que j'allais partir en avant, j'ai vu les rochers et tout, je dis, je finis à l'hôpital, et là je me dis, mieux vaut crever, quoi. Parce que sinon, en être un légume, c'est compliqué. Et il sort de ça, il me dit, ouais, mais t'inquiète, tu dois être bien assuré. Je regarde, je dis, comment ça? T'as bien une garantie accident de la vie? Non. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Ouais. Si là, tu te pètes la gueule et que t'es à l'hôpital et que c'est grave, t'as pas de garantie accident de la vie, voilà ce qui se passe. Je suis tout seul, pour moi, je vois pas trop le risque. Et du coup, il m'explique en même temps par rapport à un père de famille qui a des gosses, qui est peut-être pilier de son foyer, qui a des revenus. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe pour le foyer? Mais personne ne le sait. Qu'il soit invalide, qu'il décède. Qu'est-ce qui se passe pour le reste, pour la succession, les coûts de succession pour ceux qui restent. Et là, quand il m'a dit ça, je dis, en fait, et c'est plein de sujets, on ne s'en rend pas compte. L'accident peut vite arriver, la maladie peut vite arriver, le décès peut vite arriver. Et que tout ça, on est dans un système où tu as des conséquences dramatiques pour ceux qui restent. Ben oui, et c'est-à-dire que, évidemment que c'est important quand on parle d'épargne et de placement. Mais si tu veux, c'est un peu comme quand tu construis ta maison. D'abord, tu construis les fondations. Tu vois, et c'est-à-dire que si tu mets de l'argent de côté, c'est bien, mais que tu n'as rien sécurisé, en fait, il arrive un pépin. Ça se pète la gueule. Bien sûr. Pour le coup, tout ce qui est prévoyance, vraiment, c'est archi important d'avoir les infos. Après, moi, c'est ce que je dis à mes clients. Moi, je vous donne les infos. Après, c'est vous. Vous faites pas. Ça vous. Peu importe, mais au moins, vous avez les infos. C'est-à-dire que vous savez comment ça va se passer le jour où. C'est là que j'adore l'approche. Parce que, même si je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai un truc, je le dis, parce que les gens ne pensent pas, mais j'aime pas la vente. Okay. J'ai toujours eu du mal à vendre. Moi non plus, j'aime pas la vente. Tu vois, mais c'est marrant. Et j'ai jamais aimé vendre parce que j'ai l'impression d'être intrusif et de forcer les gens. Ouais. Et en fait, quand tu es dans un modèle, et là c'est clairement le cas, où tu vois, même là, j'étais avec une amie, on est parti danser. À la fin, on est allé prendre un verre avec des danseurs qui étaient là, parce qu'en fait, on se voit tout le temps pour danser, mais on n'a pas le temps de parler. Okay. Tu danses, et de la bachata, kizomba, etc. Ah oui, la fameuse bachata, génial. Voilà, génial. Et il y en a un, il me dit, on se croise tout le temps, tous les dimanches, ça vous dit pas, on va dans un pub et on discute. Et il y en a un, il me parle, je suis directeur financier, j'ai X euros sur un PEA, je fais ci, je fais ça. Et en fait, en parlant, moi, j'ai même pas eu besoin de vendre quoi que ce soit, et on n'a rien vendu pour le moment, parce que c'est juste une connaissance, un ami, c'est une discussion. On lui explique ce qu'on fait. Et en fait, tu mets le doigt sur, comme tu as dit, qu'est-ce qui se passe en cas de problème, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, donc tu parles des projets, tu as peut-être des enfants, pas des enfants, comment tu as géré ta transmission, etc. Et une fois que tu as tout expliqué, que tu as posé le raisonnement, tu pars en retrait. Et tu lui dis bien... T'as rien à faire en fait. Si tu veux y aller, t'y vas. Si tu veux pas y aller. Non, mais c'est ça. Après, chacun est libre, comme d'habitude, de ses choix et de ses décisions. C'est lui qui achète. Bien sûr, parce qu'après, aujourd'hui, voilà, ça c'est le constat aujourd'hui. Je veux dire, après, bien sûr que les gens ont le droit de dire, moi je sais, je prends le risque de. Bien sûr. Voilà. Alors, quand t'as des enfants et tout, c'est quand même pas le discours que t'entends le plus souvent, mais ça s'entend. Mais au moins, les infos sont posées et puis après, chacun est libre de faire ou pas, mais en effet. Toute cette partie avant, d'avoir des infos alors claires, compréhensibles et adaptées à sa situation, c'est là où en fait l'amitié se joue. Enfin, moi, c'est vraiment là où je me dis que j'ai des choses à apporter en clientèle. C'est même là où moi, je dédramatise encore plus l'approche commerciale, parce que bon, je fais pas de vente au sein d'Optimi, mais des fois, je fais un peu de recommandations auprès de proches. Et tu sais, quand je dis, là, tu m'as parlé de ton projet, t'es en train d'acheter une bagnole, tu mets tout ton capital dedans, t'as encore un peu de thunes de côté, tu vas te placer, tu vas faire un truc, comment
Et je leur dis, ouais, j'ai des amis qui pourraient t'aider. Tu vois, je veux pas, c'est des assureurs, ils vont me vendre un truc, ils vont rien te vendre en fait. Ils vont juste parler avec toi et c'est toi qui vas prendre la décision. Et en fait, du coup, ils ont l'impression que c'est eux qui achètent que s'ils le veulent, que s'ils ont compris les conséquences. Et si tu dis, bah, t'as compris les conséquences, tu veux prendre le risque, prends-le. C'est ça. T'as pas l'impression de forcer. Et derrière, c'est de la vente qui devient saine en fait. Et tout le monde est content. Et c'est ce que tu disais, c'est du gagnant-gagnant. C'est du vrai conseil. Là, pour le coup, tu vois, je te parlais de la banque quand je suis rentrée aujourd'hui. Je me sens réellement conseillère. Pas vendeuse, tu vois. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que Pierre l'avait appelé Petit Conseil. Conseil. On est une boîte de conseil ou on fait de l'assurance de gestion mais oui, mais parce que le conseil, c'est central. Parce que c'est 90%. Enfin, moi aujourd'hui, c'est 90% de mon métier, le conseil. Il y a un des gars que tu connais, Thomas, qui est chez Optimi. Moi, il m'a trop fait. Il me dit, moi, je vais en clientèle. Je parle pas d'assurance. Ah, mais non. Mais tu parles de quoi alors? 95% de ce que je parle. On parle de gens, sport, on parle des gens, on parle de leurs projets, on parle de leur boîte, on parle de... Voilà, je dis, mais à quel moment là, une fois que tu as tout parlé, tu leur expliques, bah, en fait, moi, je sais que si tu vas aller ici, bah, il faut ça. Attention, parce qu'il peut se passer ça, donc il te faut ça. Donc le mieux, c'est de partir là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Je signe où? Ouais. Ah bah, nickel. Et ce qui est bien, ce qui est hyper valorisant aussi dans l'approche, c'est que tu pousses les gens à réfléchir à leur projet. Ouais. À réfléchir à leur projet. T'as eu des clients qui t'ont dit genre c'est quoi vos projets et ils te disent j'ai pas de projet. Voilà. Non, j'ai pas de projet. Oui, ça il faut creuser. Et tu sais quoi qu'il arrive, pourquoi vous n'avez pas de projet? Ah non, mais bien sûr. Et puis en fait, après quand tu fais comment là-dedans après franchement, quand tu t'intéresses aux gens, ils ont tout de suite des projets et des fois, quand on finit par discuter, je dis en fait, vous, votre projet, c'est de maintenir la vie que vous avez actuellement. Donc, ça va être par exemple des retraités qui vont s'occuper de leurs petits-enfants, ils adorent ça, ils vont jouer à la belote avec les copains. Mais en fait, ça c'est un vrai projet de vie pour le coup, il est beau. Enfin, alors tous les projets sont beaux, il n'y a pas à juger en plus, mais c'est vraiment mettre le doigt sur en fait tout ce que vous faites aujourd'hui. Ça doit être important pour vous, ça doit se maintenir, ça doit se protéger. Bah, tu vois, c'est ça qui est ouf, parce que j'avais aussi l'échange avec une amie qui a été mère. Je dis, c'est quoi tes projets? Elle dit, ah, j'en ai pas, pareil. Et je dis, pourquoi? Elle dit, bah, le petit vient de naître, faut que je m'en occupe. Je dis, bah, c'est ça le projet du coup. Je dis, bah, bien sûr. Et pourquoi tu penses que tous tes projets sont là? Et c'est ça qui est bien, c'est que tu les pousses pas à avoir des projets, mais à remettre de l'importance dans leurs projets et de les faire vivre en fait. Exactement. Parce qu'on vit, parce qu'il y a des projets, s'il n'y a pas de projet, on ne vit pas. Et donc derrière, toi, tu es juste la solution pour garantir que les projets vont le mieux se passer. Oui, c'est ça. De quoi la vie est faite. Donc, soit ils sont en cours, et dans ce cas-là, on sécurise et on assoit vraiment pour que tout se passe bien. Soit il y a plein de projets, donc ça, on aussi, on peut faire ci, je vais faire ça. Et dans ce cas-là, on regarde en fonction de ce qui est possible de faire, parce que bon, l'argent c'est le nerf de la guerre, il faut bien reconnaître que... le monde tourne autour de l'argent. Mais le monde tourne autour de l'argent, mais ça c'est ce que je dis souvent à mes clientes femmes, à un moment donné, vous pouvez... Pensez que le monde tourne autour d'argent. Enfin après, moi aujourd'hui, je dis le monde tourne autour d'argent, si vous voulez pas parler d'argent, il faut sortir du système, quoi. Mais il faut revenir à la cabane, vivre en autarcie, cultiver ses patates. Avec le bourdin, c'est ça. C'est possible, ils l'ont fait, mais par contre, tu veux rester dans le système, l'argent, t'es obligé de passer par là. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que en clientèle, les femmes, alors en particulier quand il y a des difficultés financières, c'est elles qui vont tenir la baraque. C'est-à-dire qu'elles vont faire les comptes comme il faut. C'est elles qui vont aller chercher les astuces pour grappiller par-ci par-là, donc faire des menus courses pour. Et oui, non mais pour le coup, ça c'est quand même très féminin. C'est elles qui vont faire les dossiers d'aide. Enfin, voilà. Et plus on augmente les revenus, plus moins il y a de difficultés financières, et plus là. C'est plus l'homme qui va prendre le lead sur les investissements, la gestion de l'épargne, du patrimoine en général. Et là, les femmes se mettent en retrait parce que, je te dis, elles se sentent pas intéressées, pas capables. Surtout, ça vient de là. Et donc, elles délèguent ça. Et c'est très dommage parce que les femmes sont quand même prennent plus de risques en cas de séparation. Alors, je suis pas en train de dire à tous mes clients quand je les ai, vous séparés, mais aujourd'hui, ça concerne quand même un couple sur deux. C'est une réalité. Ça peut arriver. Et la réalité, c'est que les femmes s'appauvrissent beaucoup plus que les hommes. En cas de séparation, ils divorcent. Bon, voilà, donc à un moment donné... Comment tu veux dire ça aussi Et c'est la même chose, en fait, pour tous les gros accidents de la vie. Les femmes sont surinvesties en termes de risques. Parce que, attends, il y a des assurances en cas de divorce pour maintenir... Alors, non, pas comment ça? Je vois une nana qui elle a décidé d'être au foyer pour s'occuper des enfants, c'est le deal avec le mari bosse. Est-ce que tu peux lui faire souscrire une assurance pour qu'en cas de séparation, elle ait un niveau de vie... Enfin, non, ça n'existe pas, ça, non, ça n'existe pas. Ah, mais par contre, là, on va... Ah bah non, ça existe.
pour le coup... ça pourrait exister, on pourrait en... Voilà. Bon. Mais non, là, pour le coup, typiquement dans ces foyers-là, et les gens se marient de moins en moins. Donc, on est aussi beaucoup plus sur des situations matrimoniales un peu... qui protègent moins les femmes, pour le coup. Donc, typiquement, un Pacs, tu vois, ou ce genre de choses. C'est-à-dire que les femmes, elles, qui travaillent moins, qui ramènent moins d'argent, elles vont payer... C'est ce qu'on appelle la théorie du pot de yaourt. Pour le coup, je crois que c'est... théorie du pot de yaourt. Ouais, c'est Titi Lecoq qui a fait une étude là-dessus. Elle a un podcast et ça s'appelle Rends l'argent. Ouais. Il est franchement très, très intéressant. Et elle, en fait, elle explique que souvent, globalement, c'est pas la peine de me... Je vois bien les hommes qui vont me dire « Non, mais moi, ça se passe pas comme ça, ma femme gagne plus. » Oui, ça arrive. Là, c'est vraiment des statistiques globales, nationales, quoi. En moyenne, les femmes gagnent moins et vont plus payer les dépenses courantes, donc les courses, le fameux pot de yaourt. Et puis, l'homme, alors ça part pas d'une mauvaise intention en plus, vraiment pas. Lui, il va dire « Moi, c'est moi qui gagne le plus, donc moi, je peux emprunter pour acheter la grosse voiture. » Donc, ça se répartit comme ça. Et, sauf que le jour où il y a séparation, l'homme repart avec sa bagnole et la femme repart avec ses pots de yaourt. Voilà. Et ça, tu peux le généraliser à beaucoup de choses, tu vois. Donc, sur le patrimoine, c'est la même chose. Sur l'épargne, c'est la même chose. Parce que les deux font un effort financier, sauf qu'il y en a un, il va capitaliser quand l'autre... Exactement. Les femmes capitalisent moins pour leur patrimoine que les hommes. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème parce que, encore une fois, comme globalement, on gagne encore moins à poste égal qu'un homme, on est plus sujet, on gagne moins en retraite aussi. Donc, tu vois, en cas de divorce ou en cas d'accident de la vie, en cas de décès, etc., c'est plus compliqué pour une femme de se relever de ça, s'appauvrissent plus et elles mettent plus longtemps à revenir à leur niveau de vie d'avant qu'un homme. Et on peut les aider, du coup, ces femmes. Bien sûr qu'on peut les aider. Alors, puis des fois, le conseil, ça va être, par exemple, typiquement de se protéger au niveau de la situation matrimoniale. Tu vois, ça, c'est déjà, pour le coup, ça fait vraiment partie du conseil, c'est de la gestion de patrimoine aussi. Mais c'est même pas là pour... c'est ça qu'il faut, c'est que là, on parle même plus d'assurance, et des conseils c'est un guide, en fait. Mais oui. Dans les choix de vie. Exactement. Alors, pas choix de vie, mais choix de... les décisions qui impactent ta vie, en fait, qui impactent la vie de chacun, que ce soit matrimonial, que ce soit social, économique. Exactement, c'est-à-dire que chacun prend ses décisions, et moi j'ai aucun problème avec ça, chacun vit sa vie comme il veut. Par contre, moi ce que je veux, c'est qu'il soit conscient des impacts que ça a sur leur vie, sur la vie des gens. Et voilà, et des risques qu'ils prennent, ou pas, qu'ils en soient conscients. Du coup, s'il y en a qui sont concernés, il y en a un paquet. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Voilà, on se cale une demi-heure. Mais je mettrai ton Instagram et ton LinkedIn. Surtout qu'en plus ça, tu vois, ce gros balayage-là, alors on peut le faire en visio, ça se fait très très bien maintenant. Tu peux faire de la visio, ça dépend où sont... c'est mieux d'être chez les gens quand même, parce que tu fais un contact, tu peux voir, à la fois que tu peux voir, mais ils peuvent même te montrer. Aussi. Pour vraiment que tu t'imprègnes de leur projet de vie. Non, mais c'est sûr. Après, parfois, ça dépend de la distance. Tu vois, si les gens qui sont à l'autre bout de la France, une visio, ça marche aussi très bien. Et allez, en une demi-heure, une heure, on a déjà fait. Alors moi, je l'ai fait. J'y parle pas beaucoup. J'écoute des clients me raconter leur vie, en gros. Donc c'est vraiment, c'est une discussion de café, quoi. C'est entre les copains, quoi. Et oui. Et moi, après, avec tous les éléments que j'ai, en fait, je fais un état des lieux, un bilan, puis je leur dis attention, là, sur la situation matrimoniale, ceci, cela, passez voir un notaire. Donc là, tu vois, c'est vraiment des conseils. Tu vois, et après, il y a évidemment tout ce qui va être gestion des dépenses. Donc là, ça peut être aussi des conseils très, très terre à terre. Comment on fait pour réduire ses dépenses ? Voilà, il y a des astuces, il existe des choses. Se faire payer en premier, entre guillemets. Pareil, c'est des... Tu vois, c'est des petits tips comme ça qui... Les gens ne sont pas forcément courants. Non, puis ils ont besoin d'être guidés parce que tu sais, on entend un tas de trucs tout le temps. Bon, voilà, en fait, la méthode, moi, je la fais en fonction de mes... Et ouais, donc... Et donc, c'est top parce qu'on va pouvoir clôturer sur le sujet du podcast qui était une institutrice qui devient entrepreneuse. Donc là, on peut dire qu'aujourd'hui, avec tout le parcours que tu as eu, tu as commencé par les banques, tu es devenu instit, tu es revenu dans le milieu de l'assurance. Tu as encore redécouvert des choses. Et en fait, comme si tu expérimentais des choses jusqu'à arriver à un moment donné où tu voulais mettre tous les moyens au vert, en fait, dis les meilleurs produits, la meilleure méthode, la meilleure approche, et où on n'est pas avant dans un produit, c'est aider les autres sur leur projet. Et en fait, c'est la première fois où vraiment, tu sais, ça fait comme la pub pour les chocs à pic. Tu prends les laits, les céréales, puis paf, ça fait un choc à pic. Moi, c'est pareil. Non, mais tu vois, c'est pareil avec... Tu sens d'où cette référence ? T'as des enfants, toi, non ? J'ai des enfants j'ai des paquets de chocs à pic dans la... Gulli qui passe à la télé, c'est ça, clairement. Donc, chacun ses rêves, tu vois, voilà. Mais
Non, aujourd'hui, en fait, dans mon métier, j'ai vraiment l'impression d'allier au quotidien. Le chocolat ce que j'aime, en fait, en termes d'économie, de finance, d'investissement, voilà, et mes valeurs sociales, la transmission, l'éducation, parce que du coup, on est vraiment sur de l'éducatif, mes valeurs féministes aussi, tu vois, le conseil que j'ai toujours voulu donner, et aujourd'hui, en fait, dans mon métier au quotidien, et puis, je me sens archi alignée, quoi. Déjà, tu as ça sur l'approche, mais en même temps, l'entrepreneuriat apporte aussi d'autres choses. C'est que c'est la première fois que tu es entrepreneur. Donc, tu as une indépendance qui est la totale. Liberté, elle est incroyable. Et c'est pour ça que tu en as parlé. Donc, il y a d'autres sujets qu'on pourrait aborder, mais on n'aura pas le temps. Mais il y a l'entrepreneuriat et comment tu le vis en tant que femme. Tu as parlé de féminisme. Et là, j'ai envie d'un épisode 2 parce qu'il faut qu'on en parle. Il y a des choses à dire. Je vais titiller. Je suis un mec, forcément. Je vais titiller. Avec plaisir. Mais on fera un bon débat, je pense, si ça intéresse l'audience. Et non, et comme tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, un peu peut-être comme quand tu as été institutrice où tu t'es dit je vais faire ça toute ma vie, là maintenant que tu es dans cet état d'esprit, tu es plus confiante de faire ça, alors quand on dit toute ta vie, ça peut toujours changer, les projets, etc. Bien sûr, après on n'est pas... Mais si tu dois changer, ça sera pour garder l'équivalent en termes de valeur, en termes d'approche, c'est ça? Et d'indépendance. Ça, c'est sûr. Tu retournerais dans un travail salarié ou pas? Ah non, parce que j'ai gagné en liberté et en confort de vie. Tu gagnes plus en entrepreneur qu'en salarié? Oui. Ah ouais. Donc ça peut même motiver ceux qui... Ah bah clairement. Parce qu'il faut venir du milieu d'assurance pour bosser chez Optimi ou pas? Alors, pas forcément. Je parle d'Optimi, mais après ça peut être d'autres compagnies. Non, parce que nous aujourd'hui on est capable, pour le coup, et c'est aussi ce qu'on prône Optimi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul. Tu vois, tu vois, on est toujours accompagné, on est toujours, il y a toujours quelqu'un pour... Le mec qui fait les outils, tu le connais ou pas? Un peu. Ouais, il est pas mal. Il est compétent. Il est pas mal. Non, physiquement, franchement, ok, d'accord. Non, j'ai pas dit ça. Ça y est, ça va être coupé au montage, c'est sûr. Ah, il n'y a pas de montage. On le met brut. Nickel. Dommage. Non, mais c'est vrai, tu vois bien l'ambiance qu'il y a dans ce groupe-là. C'est incroyable. C'est ce que Pierre dit souvent, et même le ressenti de tout le monde, c'est on est tous indépendants. Enfin, tous, plus ou moins. Plus ou moins. Moi, je me considère. Je suis indépendant, mais en même temps, je travaille pour la marque, je travaille pour le modèle, tu vois. Voilà. Donc on travaille quand même tous pour la marque, mais on a tous notre boîte. Ouais, donc on fait ce qu'on veut, la liberté financière, elle est, voilà. Et par exemple, tu as besoin d'un conseil, moi je vois dans le groupe, il y en a un, il galère pour faire une souscription, tac, ça répond. Ouais, ça arrive, tu fais une visio et tout. Voilà. Non, mais c'est sûr. Il y a la notion de copartage, c'est derrière, quand tu es sur un dossier trop lourd et que tu sais pas le faire parce que tu n'as pas forcément toutes les compétences, tu t'appuies sur les autres compétences. Là, je prends notamment ton frère, qui lui, il a sa spécialité dans l'immobilier, sur du LMNP, du Malraux, du Pinel, bon bref, il y a plein de dispositifs. Quelqu'un qui se dit, j'ai un client en face, il a peut-être 400 000 euros, parce qu'il sort de Suisse, il sort un deuxième pilier, il sait pas quoi en faire. Et toi, tu es là, tu dis, il veut absolument investir dans l'immobilier, c'est ce qu'il veut faire. Mais en même temps, t'as les solutions. Non, mais c'est sûr. T'as les solutions. Capable de dire, sur tes 400 000, on va mettre 200 en IMO, 100 sur de l'assurance vie, et les 100, tu les gardes en épargne de précaution, et puis limite, t'as un petit PER à côté qui tourne, et puis tu le constitues au fur et à mesure. Ouais, bah oui. Et là, le mec, il a 4 leviers. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, pour quelle que soit la préoccupation et le projet du client, c'est que tu as toujours une solution, quelqu'un de compétent en face, quelqu'un en qui tu as confiance, ça c'est important aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gens avec qui je travaille, je les recommanderais les yeux fermés. Les solutions que je propose, je les souscris à titre individuel, les yeux fermés, ça change tout. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plus aucun problème. Là, pour le coup, on parlait de vente. En effet, j'ai plus l'impression de vendre. En fait, pour moi, c'est tellement. Ce que je propose, c'est tellement. Ça colle tellement à la peau de mes clients que du coup. C'est évident. Tu vois, il y a une forme d'évidence que j'avais évidemment pas avant quand j'étais en banque ou en assurance. Il y a quand même toujours ce. Tu vois. C'est sûr, parce que là, ce que je vois, c'est que dans notre échange, ça donne des ouvertures, notamment pour ceux qui veulent placer leur argent, ceux qui se posent beaucoup de questions sur leur projet de vie et qui ne savent pas comment les mener. Et même ceux qui veulent potentiellement se reconvertir ou ceux qui bossent déjà dans l'assurance et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais sans être seul, en étant accompagné dans un modèle qui porte des vraies valeurs humaines et qui a envie de faire un peu bouger les lignes. Donc, surtout que c'est l'intérêt de ce qu'on a fait cette dernière année 2023. On est quand même monté de 0 à 30, ce qui est déjà énorme en un an. Et moi, mon rôle, ça a été de mettre en place ce qu'il faut pour continuer de grandir. Et donc on recrute. Donc pour ceux qui veulent travailler dans ce secteur et te voir, être comme toi, sourire, se dire je suis indépendante. Parce que vraiment. Je gagne bien ma vie. Et puis tu la gagnes bien en dormant sur tes deux oreilles parce qu'au final tu vends pas de la merde. Non, tes clients sont complètement top.
complètement alignés. Tu vois, je peux choisir aujourd'hui des clients avec qui je veux travailler. S'il y a des produits, parce qu'on a une offre extrêmement large. Ah ouais. Donc, il y a des produits qui me parlent. Donc, moi, typiquement, vraiment, ce qui va être le placement, ça, c'est vraiment mon dada, j'aime ça. Tout ce qui est prévoyance mutuelle, les fameuses fondations, ça, j'aime bien. Il y a par exemple des produits avec lesquels je suis moins appétente, que je devais absolument commercialiser avant. Parce que tu avais cette obligation Parce que j'avais cette obligation salariale. Aujourd'hui, plus du tout. Tu es indépendant, tu fais ce que tu veux. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux vendre que de l'assurance vie, parce que tu es à l'aise avec ça, tu fais que de l'assurance vie. Tu fais ce que tu veux, oui, bien sûr. Tu peux. Voilà. Donc, ça te permet en plus d'être beaucoup plus crédible aussi aux yeux des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je leur dis, si vous voulez prendre l'assurance habitation vers moi, parce que vous voulez avoir tout au même endroit, par exemple, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, je vous le ferai. Mais c'est pas mon cœur de métier. Voilà, moi je préfère. Donc je peux être complètement transparente avec mes clients. J'ai pas besoin d'aller. J'ai pas besoin d'inventer un discours de vente. Pas du tout. Bah tu vois, c'est la discussion que j'ai eue avec Claudia là-dessus. Parce que je lui ai dit que j'avais pas de garantie accident de la vie, donc elle est en train de m'en faire souscrire une. Et je lui dis bah tiens, ça me vaudrait pas le coup aussi qu'on check mes voitures, tu vois. Parce que j'ai 2 voitures, j'aimerais bien voir si en termes d'assurance je suis bien assuré, si ça me coûte pas trop cher, etc. Et je lui montre mes contrats, et en fait elle me dit tout de suite, ça sert à rien de changer. T'as déjà les meilleures garanties, t'as déjà tout au top, t'as du bonus. Je veux pas citer la compagnie, mais elle me dit que voilà, elle m'a recommandé c'est une très bonne compagnie, on fera pas mieux. Bah du coup je suis content. Et elle se dit pas putain maintenant moi je bosse dans la compagnie concurrente. Ouais, donc il faut que je dois faire deux contrats auto dans le mois. Allez, tant je vais pis. prendre par le prix. Allez, on réduit un peu tes garanties. Voilà. Voir qui. En sachant que l'opération elle n'est pas gagnante pour ton client forcément, voilà. Tu vois. Mais que toi, tu as fait tes 2 contrats. Du coup, tu te dis, j'ai quelqu'un en face qui ne cherche pas à me vendre à tout prix un truc, et qui va juste me dire, tu veux faire quoi dans ta vie, juste à l'expliquer, bah je peux pas t'aider. Au revoir. Ah bah si, je peux t'aider, on peut faire ça. Mais bien sûr. Et en plus, quand bien même le client, alors ça arrive jamais, mais quand bien même il y aurait vraiment rien, pas de conseils à donner, ce qui encore une fois n'arrive pas, juste ces discussions-là et de voir tout ce qui est possible, tes clients ils vont parler de toi. Ils vont te recommander. Ils se sont sentis peut-être écoutés. Bah écouter, et puis ils voient en fait tout ce que tu peux apporter, la plus-value que tu as sur un entretien comme ça. En fait. Ouais, franchement. Donc même commercialement, t'as pas cette pression de dire faut faire du phoning, faut appeler des gens que tu connais pas. Et en fait, mes clients, du coup, ils préviennent les gens. Donc les gens valident ou pas. Ouais. Moi, j'appelle uniquement ceux qui m'ont dit OK. Ça m'intéresse. Donc en fait, tu vois, ça c'est pareil, j'ai pas besoin de démarcher, de déranger les clients que j'appelle, ils sont au courant. Les prospects que j'appelle, voilà. Donc franchement, pour moi, c'est génial. La relation, elle est déjà créée parce que tu viens de la part de quelqu'un. Donc voilà, il y a déjà... tu fais forcément le lien sur tous les projets, ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc cette façon de travailler là, elle est... Ça change vraiment la donne pour le coup. On va se faire un épisode 2, je pense. Avec plaisir. Parce que là, on a pris des notes tous les deux là-dessus. Pour ceux que ça intéresse, on a des sujets à voir sur. Donc, on a parlé de féminisme, potentiellement. On va faire un petit focus femme, je pense. Le côté femme entrepreneur, comment tu le gères aussi avec tes enfants. T'es une mère, t'es une femme. Comment tu le gères aussi dans ta vie de couple, si t'es en couple ou pas. Donc, on verra. Suspense. Est-ce que notre Sabrina est disponible? Ouais, c'est bien joué. En plus, hier, c'était la Saint-Valentin, donc on verra. On en a parlé tout à l'heure, tu sais. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Un resto avec quelqu'un ou toute seule, un date? C'était resto rose ou Champions League. Ouais, et puis aussi, c'est ça, resto ou Champions League. Exactement. Et il y avait aussi un autre sujet, parce qu'on pourra revenir aussi sur le côté éducation, parce que c'est un grand sujet de société, sur lequel il y a plein de choses à voir, d'éducation pour les enfants. Et même, on avait parlé au sens plus large, parce que du coup, dans le côté féminisme, il y a le côté la relation entre l'homme et la femme. Il y a aussi le côté sexualisation, comment on le gère, que ce soit dans le monde privé, dans le monde professionnel, parce que dans des grands groupes, voilà, j'imagine, tu as plein d'histoires à nous raconter. Et même, du coup, quand tu as ça, en tant qu'institutrice responsable de l'éducation d'enfants, et en tant que mère responsable de l'éducation de tes propres enfants, comment tu gères ça, en fait, sur l'éducation au sens large, et même l'éducation sexuelle, pour pas que ça vienne, on va dire, les perturber, les polluer. Mais il y a énormément de... gros sujet, il y a énormément de choses à dire, puis tout est lié. Pour le coup, de la façon dont on a été éduqué, conditionné ou pas, stéréotypé ou pas, évidemment que ça a un impact. Et c'est pas le même quand on est une femme ou un homme. Donc de toute façon, on va mettre cet épisode en ligne. Ceux qui s'intéressent pour les prochains sujets avec notre Sabrina, vous abonnez, tout simple. On est sur YouTube, on est sur... Instagram, on mettra les temps forts, je pense. TikTok aussi.
Et puis toutes les plateformes de streaming, Spotify, etc. T'enverras à tes copines, tu leur montreras, regardez. Bien sûr. J'ai pris la parole. Tu le faire. Elles le savent en plus. Hein. Ah bon? Oui, évidemment. Oh, putain, c'est ouf. Évidemment, je leur ai dit, le premier podcast, voilà. Ça va arriver. Ouais, ok. Ouais. Bah, merci à toi en tout cas. Merci cool. beaucoup. C'était un bon moment. Et puis, là, on va aller manger, je pense. Ouais, je pense qu'on a mérité là. On a mérité. Ça fait combien de temps que je n'ai même pas regardé l'heure? Je sais pas, ça fait. Midi 12. Ouais, mais on a bien parlé, je pense. Ouais, bah merci à tous en tout cas. Et puis, on se revoit pour un prochain épisode avec Sabrina où, bah, de toute façon, tu reviendras certainement. Ouais. Je te réinviterai. Et puis, on verra pour les suivants. Il y a aussi tes collègues qui vont passer. Ouais, je vais les interviewer un par un. Ouais, Donc voilà, je te remercie. On s'arrête là. Ouais. Merci à tous. Merci beaucoup.